Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà de nouveau réunis pour la deuxième conférence de l'année 2026, pour une sixième saison, puisque j'ai l'honneur, nous avons la chance, une fois de plus, d'accueillir Franck Doudet, donc préparateur athlétique à la Fédération française de football, concernant les arbitres de haut niveau, aussi bien dans le secteur féminin que masculin. Franck, donc un collègue, on peut dire, puisqu'on est tous les deux fonctionnaires d'État, et j'aime bien le dire aussi, néanmoins ami, et je te remercie aussi pour cette amitié de venir présenter tout ce que tu fais depuis des années, tout ton parcours professionnel ainsi que ton métier à nos étudiants, donc pour la sixième saison. Donc je vais te laisser la parole. Moi, je m'en vais dans les méandres des rangs des étudiantes et des étudiants. Et puis s'il y a des questions, vous me demandez, je vous passe le micro. Voilà. Bonne conférence. Merci Fred. Donc bonjour à vous tous. Ravi d'être, comme l'a dit Fred, ravi d'être avec vous pendant une petite heure et demie, 2 heures. Ça va dépendre aussi de vos éventuelles questions. En premier lieu, avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, on est encore au mois de janvier, donc je vous présente évidemment tous mes meilleurs vœux et une bonne santé surtout. Prenez soin de vous. Ce n'est pas le préparateur physique qui va vous dire le contraire. La santé, c'est le bien le plus précieux pour n'importe qui, mais en particulier pour les sportifs. Il n'y a rien de plus terrible pour un sportif que d'être blessé. Donc voilà, tous mes vœux de réussite dans vos parcours individuels, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan personnel et évidemment de vos études, puisque vous êtes à l'université en licence 3. Alors toujours un plaisir de répondre favorablement à l'invitation de Fred, parce qu'en fait, j'estime que moi j'ai été à votre place pendant de nombreuses années, quand j'étais plus jeune, et je trouve que c'est bien d'avoir le témoignage de quelques anciens. En tout cas, moi j'ai toujours été respectueux des anciens, parce qu'ils apportent beaucoup. Et en fait, aujourd'hui, de par mon âge avancé, je commence à devenir un ancien, et j'aime beaucoup redonner et accompagner les jeunes. Je trouve que c'est toujours, faut redonner aux autres un peu ce qu'on a reçu. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je réponds favorablement. Je trouve que c'est intéressant. Les limites de l'exercice, c'est toujours délicat. Dire il a un boulard comme ça, c'est toujours c'est sûr, quand on a des années d'expérience, c'est toujours délicat de parler de soi, parce que forcément, en plus en fonction de la commande de Fred, qui m'a demandé un petit peu de parler de mon métier, de parler de mon parcours de formation. C'est vrai que c'est une intervention, on est un peu égocentré parce qu'on parle que de soi. Donc pour moi, ce qui me caractérise, parce qu'une qualité que j'aime beaucoup chez les gens et dans mon milieu, c'est pas toujours le cas, c'est l'humilité. Donc c'est toujours un peu délicat de parler de soi, de dire je fais ci, je fais ça. Donc c'est vrai que je veux beaucoup là pendant 2 heures, je fais ça. Bon, voilà, c'est un témoignage de mon vécu, mais après personne ne détient la vérité, donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester humble. Par contre, vous verrez, voilà, l'idée c'est de vous exposer un petit peu ce que je fais au quotidien pour que ça vous éclaire. Et puis même vous, alors que vous soyez footeux ou pas footeux, le foot, ça reste, on peut dire ce qu'on veut, ça reste quand même très populaire. On voit que ça fait souvent parler à l'actualité. On le voit encore hier soir, en particulier l'arbitrage. On voit que ça fait beaucoup couler d'encre. Donc c'est même pour sa culture personnelle, qu'on soit footeux ou pas, il y a toujours des choses intéressantes. Et puis comme vous êtes quand même étudiant en sport, c'est toujours bien d'avoir un éclairage de ce qui se passe dans les différentes disciplines. Souvent, vous voyez, c'est le tort, on est souvent centré sur sa propre discipline. Et c'est super intéressant de s'ouvrir. Vous voyez, moi je l'ai fait trop tardivement d'ailleurs aussi. Vous voyez, je l'expliquerai dans mon parcours. Mais voilà, j'étais un footeux, on est tellement dans notre monde là. C'est très important d'avoir un éclairage sur ce qui se passe à droite, à gauche. C'est toujours enrichissant et ça vous apporte toujours plein de choses. Okay, la manière dont on va parler cet après-midi, je vais faire un petit peu différemment de peut-être ce que la plupart des collègues qui viennent font. Je vais d'abord débuter par ce que je fais actuellement, d'accord? Et en fait, à la fin, je vous expliquerai en fait mon parcours, comment je suis arrivé là en fait, d'accord? Plutôt que
de monter, bah voilà, depuis le lycée, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Je vais faire l'inverse, je vais partir de ce que je suis aujourd'hui, et en fait, comment tout ça a débuté, pour vous montrer comment un parcours en fait, se construit avec le temps. Hein, là aussi, l'université, souvent on vous vend un peu du rêve dès le départ. Ouais, avec un master, voilà, faut arrêter de délirer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un parcours, vous allez beau avoir un diplôme, c'est bien, parce que c'est une bonne formation, mais l'idée, c'est de se construire petit à petit avec de l'implication, de rencontrer les bonnes personnes, de travailler, parce qu'on ne peut pas avoir des postes intéressants. Tout le monde veut aller au haut niveau, mais le haut niveau, si on n'y va pas comme ça en claquant des doigts. Faut travailler, il faut être passionné. Bon, enfin, tout ça, c'est des choses que je vais développer tout à l'heure. Ok, vous n'hésitez pas à m'interrompre, hein, parce que en plus, j'ai parlé 4 heures ce matin avec vos homologues Master 2, donc bon, je vais encore beaucoup parler, mais si vous pouvez intervenir et poser des questions, que ça soit un peu interactif, ça sera mieux pour moi, hein, même si j'aime bien parler, hein, c'est pas le problème, mais voilà. Allez, pour commencer, je vous mets une petite vidéo. Alors, elle est très courte. Hein. Petite vidéo, bon, c'est pour vous montrer que je m'occupe de toute la population arbitrale, comme l'a dit Fred, globalement fédérale. C'est-à-dire que tous les arbitres fédéraux, ça va pour vous donner l'ordre des divisions, de la Ligue 1, ça c'est jusqu'à National 2, National 3. Et D1 futsal, D2 futsal, l'Arkema Première Ligue, puisqu'elle est professionnelle, enfin j'y reviendrai tout à l'heure, hein, le secteur féminin, le beach soccer, vous voyez, donc globalement ça englobe beaucoup de monde. Une petite séquence, forcément, j'ai pris, bon, je suis désolé pour les supporters parisiens, je crois que c'est le hasard. Hein. Là c'est un match qui a eu lieu, là en 20 secondes ça vous montre un peu bah voilà, l'activité d'un arbitre en résumé en 20 secondes. Puis vous écoutez le son parce que c'est intéressant, c'est une séquence. Là, il vérifie d'abord s'il y a hors-jeu ou pas, vous voyez. Et on revient à la situation de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu, c'est bon. Là, vous entendez l'arbitre qui est en train de parler aux joueurs en même temps, vous voyez. À l'oreillette, vous entendez. Donc voilà, en l'occurrence, c'est une bonne. Vous voyez, c'est intéressant. Vous voyez, là, en fait, ce qu'il faut comprendre, vous voyez, ce que les gens ne savent pas, le VAR, en fait, vous voyez, en fait, il y a un Media Center à Paris. En fait, aujourd'hui, bon, quand ça a été mis, c'est pas très vieux, hein, ça a 4 ans, je crois. Quand ça a été mis en place, en fait, il y avait un camion au bord tous les stades n'étaient pas équipés. Il y avait un camion qui était au pied des stades. Aujourd'hui, c'est comme ils se sont inspirés un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis en NBA. C'est-à-dire que le Media Center, ils ont été allés visiter, hein. Le Media Center, il est à New York. Et là, le Media Center, il est à Paris. C'est-à-dire que quand il y a un match de Ligue 1, vous voyez, en fait, les arbitres, parce qu'ils sont 2 arbitres VAR, un VAR et un assistant VAR, en fait, ils sont dans une pièce à Paris. Et en direct, donc vous voyez, les stades ont été équipés, parce qu'il faut un débit, il ne faut pas l'image, faut pas qu'il y ait... faut pas que c'est pas la fibre, hein. Vous voyez, ou si c'est une fibre, mais il faut que le débit soit immédiat à vitesse réelle. Donc les stades ont été équipés, c'est un équipement énorme. Ça coûte une. C'est pas la DSL. Voilà, en clair, vous voyez, donc en fait, ils sont dans une pièce et ils jugent. Hein, donc ils sont positionnés dans ce Media Center et en direct, vous voyez, à chaque fois qu'il y a un match. Donc c'est une pièce avec plein d'écrans. Vous voyez, c'est assez impressionnant. Il y a plein des box avec et vous avez par exemple les 4 ou 5 matchs qui ont lieu en même temps, comme hier après-midi. Je crois qu'il y en avait 3 ou 4 là, le dimanche après-midi. Et en fait, vous avez un technicien. Un VAR, un assistant à VAR, ils sont en direct, mais en étant des fois à 600 ou 1000 km du match. Okay, donc et en fait, ils sont en train de juger ce qui se passe en direct. Okay, juste pour revenir ouais, j'en parlais ce matin avec vos collègues de Master 2. Un arbitre, en fait, c'est là, voilà, c'est vrai dans les autres sports, hein, mais en tout cas dans le foot, c'est une des activités, ouais, c'est quelques chiffres qui sont intéressants. C'est qu'il y a une prise de décision quasiment en moyenne toutes les 20 secondes. Toutes les 20 secondes, il y a une prise de décision. Le fait de ne pas siffler, c'est aussi une prise de décision. Et globalement, vous êtes globalement entre 230, 300 décisions par match. C'est énorme.
et dans un laps de temps extrêmement court. J'en parlais encore ce matin, on ne se rend pas compte, mais c'est une des activités professionnelles qui, le ratio prise d'infos, prise de décision immédiat, qui est une des plus importantes. Au même titre que, allez, dites-moi une activité qui est un peu dans le même style. Il y a des métiers comme ça, où la prise d'infos et la prise de décision elle est extrêmement rapide. Est-ce que vous avez des idées? Ça peut être dans le sport ou pas dans le sport. Hein. Ouais, vas-y. Ouais, c'est-à-dire, ouais, exact. Dans les interventions GIGN, des choses comme ça, ouais, je suis d'accord. C'est exactement, ça en fait partie. Vous avez d'autres idées ou pas? Ouais, pilote d'avion et pilote d'avion en général, mais pilote de chasse en particulier. Exact, ça en fait partie. Un autre sport, tiens, il y en a qui doivent aimer en plus cette discipline-là. Où il y a de la vitesse et ouais, la Formule 1, les pilotes de Formule 1, exactement. Alors, en fait, c'est vrai, pilote de rallye, pilote de Formule 1. En fait, c'est des activités où il y a une charge cognitive qui est extrêmement importante. Et là, c'est le cas. Hein. Parce que là, vous comprenez bien qu'un arbitre, en fait, c'est pour ça que les gens, des fois, ils critiquent, mais ils ne se rendent pas compte. En fait, il officie dans un milieu qui est hyper hostile. On est vraiment dans un milieu hyper hostile. C'est-à-dire l'hostilité des joueurs, hostilité du banc. Regardez hier soir, il y en a qui ont regardé la CAN hier soir. Vous imaginez le milieu hostile. En plus, hostilité des journalistes, hostilité des adversaires, des équipes, du public. Voilà, parce que, en fait, c'est un milieu hyper hostile où il faut rester maître de ses choix, maître de sa prise d'infos et puis de manière à prendre la meilleure décision possible. C'est pas simple. Hein. Pour ça, moi qui travaille avec eux, parce que je ne suis pas du tout arbitre au départ, moi ils m'impressionnent parce que franchement, c'est vraiment une activité hyper complexe. Mais Franck, par rapport à ce que tu viens de dire, avec l'évolution des techniques corporelles, puis des tactiques, tous les sports co aujourd'hui demandent une présence d'esprit pas possible au niveau de l'arbitrage. Je pense au rugby, au basket. Alors, ils sont deux, mais il faut quand même qu'ils interviennent dans l'instantanéité parce que ça va toujours très 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 vite. Oui, tout à fait. Et puis le foot va de plus en plus vite. Je sais pas, vous êtes jeune, mais moi je suis voilà. Moi, je suis de la génération. Allez, vous êtes la génération même pas. Alors déjà même vous, Zidane, ça commence à être vieux. Vous êtes la génération. Vous êtes la génération des joueurs actuels, quoi. Il y a eu la génération Zidane, la génération Platini, génération Cruyff, chaque fois c'est normal, c'est des. Cruyff, ils connaissent pas, non? Non, Cruyff, ils connaissent un peu quand même. J'espère quand même. Me doutais bien que ça allait réagir. Moi, des fois, c'est assez drôle. Je m'amuse à regarder ce qui m'a fait rêver quand j'étais plus jeune. Et quand je vois des compétitions, les images de la Coupe du Monde. En plus, on en revoit, comme il y a la prochaine Coupe du Monde là, dans quelques mois, sur M6, là, on voit souvent, je ne fais pas de pub pour la chaîne, hein, mais il y a, comment dire, des petites images d'archives où ils remontrent des extraits des événements, des Coupes du Monde qui ont marqué l'histoire. Et c'est intéressant parce que le niveau de vitesse du jeu, comment il a évolué, c'est terrible. Quand vous regardez un match dans les années 80-90, moi qui étais ma génération, vous dites putain mais ça n'avançait pas en fait par rapport aujourd'hui où ça va de plus en plus vite. Donc ce qui est vrai pour les joueurs est aussi vrai pour les arbitres. Et c'est là aussi, c'est pour vous dire aussi l'activité, le profil d'arbitre d'aujourd'hui, c'est plus le profil que moi j'ai connu 20 ans où l'assistant il avait une panse comme ça, les mecs c'était pas des sportifs. Aujourd'hui moi non seulement c'est des sportifs mais j'en ai certains, c'est des athlètes, au même titre que les joueurs. C'est-à-dire qu'ils sont devenus, on est devenu du non-sportif, l'arbitre qui était pas un très grand sportif. Par la suite, ça a évolué, on est devenu des sportifs. Et quand vous voyez François Le Texier que vous voyez là, je peux vous dire que lui, c'est un super athlète. C'est le numéro 1 mondial, le numéro 2, 2 cette année. Il était numéro 1 l'année dernière. Sachant que le numéro 1 est Turpin, c'est un Français aussi. Lui, il est à la fois endurant, il est à la fois vite. Il a des qualités, c'est un athlète, quoi. Franchement, quand il est hyper élégant à regarder.
courir, c'est vraiment intéressant. C'est un ancien footballeur? Il a joué un peu, mais après c'est les difficultés, c'est qu'à un moment donné ils sont obligés de stopper l'activité, hein, ils sont obligés de faire un choix. Mais parmi mes arbitres de Ligue 1, j'ai des anciens joueurs pro. Hein, celui qui a fait, d'ailleurs, il y en a peut-être parmi vous qui était à FC Bayeux OM il y a 8 jours, Gaël, qui est l'arbitre central, c'était un ancien joueur pro en fait. Hein, donc voilà, donc ça c'est intéressant aussi d'avoir ces profils-là. Ah oui, dernier truc que je voulais dire aussi, parce qu'elle est intéressante, c'est regarder par rapport à le taux de réussite des décisions, il est quasiment 98%, c'est énorme. Quand vous faites le ratio nombre de prises de décision et le ratio et le pourcentage de réussite, en fait c'est énorme. Alors après, il y a toujours 2-3%. Ça reste une activité humaine et il faut que ça le reste, pour moi. On voit bien que la vidéo a amené certaines choses, a résolu certaines choses, mais a recréé d'autres problèmes, d'accord? Et puis je ne sais pas si vous voyez les débats, surtout actuellement dans le championnat de France, voilà, beaucoup de clubs critiquent malheureusement l'arbitrage français. C'est déplorable parce que en fait, franchement, on a une des meilleures arbitres féminines au monde qui est Stéphanie Frappart. On a Le Texier, on a François Le Texier, Clément Turpin qui sont dans les top 3 mondiales. On a Jérémy Pignard, un jeune là, qui est monté dans la top liste, dans la liste numéro 1 parce qu'il y a plus, à l'UEFA, il y a plus, voilà, ils sont plutôt bien. Et il n'y a que nous en France qui disons on aime se flageller, on dit qu'ils sont nuls. Enfin, c'est les clubs qui disent qu'ils sont nuls, alors qu'ils sont hyper demandés et hyper bien vus dans les instances internationales. Alors c'est vrai qu'ils font parfois des erreurs, mais comme tout le monde, un joueur quand il fait un entraîneur plutôt que de critiquer parfois l'arbitre, il ferait mieux de. Moi hier soir, si je suis entraîneur du Maroc, c'est pas l'arbitrage que je vais critiquer. Je vais critiquer mes attaquants qui ont 100 fois l'occasion en 1 contre 1 devant le gardien de marquer et qui ne marquent pas. En fait, c'est pas l'arbitre qui les fait perdre. C'est à un moment donné, ils ont eu les situations. Vous voyez, en fait, souvent l'arbitrage, c'est le fusible facile à atteindre pour exprimer sa colère, on va dire sa frustration de pas gagner. Et si je vois les Marocains hier, c'est plus leurs attaquants qui, à mon avis, qui ont été maladroits devant le but que l'arbitrage en tant que tel. Enfin, pour moi. Hein. Donc, même si on peut discuter de la manière dont il a managé ça, mais c'est autre chose. Mais en tout cas, en amont, il s'est passé plein de choses. Alors, mes missions actuelles. Est-ce que je pars de mes missions? Comme vous avez compris, je suis préparateur physique, ça fait pas très longtemps. Hein. Vous verrez après dans mon parcours, mais ça va bientôt. En septembre 2020, le temps passe vite, ça fera 10 ans. D'accord. J'ai un collègue avant moi qui s'appelle Jean-Michel Prat, qui a un Catalan qui y est temps plein depuis 2007. Moi, j'y suis depuis 2016, parce qu'en fait, avant, j'étais ici en Basse-Normandie. Enfin, j'habite toujours en Basse-Normandie, j'habite toujours Caen. J'avais négocié à l'époque de pouvoir rester habiter ici pour la qualité de vie en Normandie. Et puis j'ai ma collègue Peggy Sera qui est arrivée en janvier 2024. Donc là on est vraiment trois entraîneurs. Alors oui, je mets bien entraîneur parce qu'on n'est pas 3 préparateurs physiques. On a tous les 3 en fait, on a des formations avant tout d'entraîneurs. On a avant tout des entraîneurs de foot qui se sont formés à la préparation physique et qui sont aujourd'hui chargés de la préparation physique des arbitres fédéraux. Mais en fait, au départ, on est vraiment des entraîneurs dans notre discipline. Donc, on est tous des footeux ou footeuses au départ. Et puis, l'équipe c'est un peu grossi cette année. C'est la première fois qu'on a pris un stagiaire, depuis le début de saison, qui est de votre université en plus. Le hasard. Je me fais chambrer à Paris parce qu'il est de Caen, mais sauf que il y a eu des candidatures au niveau national. Alors c'est vrai que j'avais interpellé votre directeur Fabrice Dosville sur le fait que pour la première fois on allait prendre un stage, un étudiant en master, ça nous intéressait parce qu'on est tellement débordés et puis toujours dans cette envie de transmettre un jeune.
Et parmi toutes les candidatures qu'on a reçues, c'est lui qui a été on va dire, qui a été le plus performant dans la volonté de nous rejoindre, dans son entretien. Il avait bien préparé son truc, c'était bien. Donc Adrien est avec nous, il est en Master 2, vous aurez peut-être eu l'occasion de le croiser. Et il vit une saison complète avec nous, donc c'est plutôt intéressant. Hein, c'est bien, comme je vous disais, de pouvoir partager avec un jeune qui nous apporte aussi, parce que c'est intéressant. Hein. Nous, alors même si on se forme tout le temps, mais c'est toujours intéressant d'avoir un jeune qui est dans la mouvance universitaire, parce qu'il nous amène son avis et il nous parle de certaines choses qu'il a vues dans le cadre de ses études. Et il y a des choses moi, qui m'ont interpellé, que j'ai trouvé intéressant, et c'est plutôt sympa. Juste, c'est bien de savoir l'environnement dans lequel on évolue. Donc moi, je bosse à l'institution, c'est la Fédération française de foot. Vous connaissez tous. Au sein de la Fédération française de foot, il y a ce qu'on appelle, c'est comme une entreprise. Bon, même si c'est une association, mais c'est comme une entreprise, il y a plusieurs services. Et en l'occurrence, vous avez un service qui s'occupe de tout ce qui est la direction technique nationale. Donc ça, le directeur, c'est Hubert Fournier, ancien joueur du Stade Malherbe de Caen d'ailleurs, qui a été joueur pro, qui a entraîné Guingamp, Lyon, qui lui est le patron sur le plan technique. C'est lui le patron de toutes les formations d'entraîneurs et tout, de tout le pôle détection, sélection des jeunes talents, développement de l'activité football dans les territoires. On va dire ça, c'est le grand patron technique dont je dépends. Vous voyez, moi, je suis cadre technique et je dépends de la direction technique nationale. D'accord ? Mais je suis mis à la disposition d'une autre direction qui est la direction de l'arbitrage. Et la direction de l'arbitrage, elle a un directeur aussi, qui s'appelle Anthony Gauthier, qui est un ancien arbitre international français, qui a arrêté il y a 3 ans, 4 ans, justement pour devenir directeur. Ce n'était pas forcément prévu, mais il faut savoir que l'arbitrage, c'est toujours un milieu qui est très conflictuel. C'est un milieu qui est un peu compliqué. On voit bien, il y a les polémiques. Déjà, on le voit, c'est un milieu qui est compliqué. Vous le voyez, à chaque week-end, de toute façon, dès qu'une équipe perd, il y a la polémique sur l'arbitrage. Donc, moi, c'est un peu ce qui me pose problème aujourd'hui. Et Dieu sait si j'aime mon sport et j'aime le sport de haut niveau, mais c'est ce qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le foot, c'est d'abord un jeu. Et alors, on sait qu'il y a des enjeux financiers dans le professionnalisme, mais les gens, ils veulent gagner, mais ils ne savent plus perdre. Donc ça, pour moi, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde a envie d'être premier, mais dans un classement de 1 à 18, il y en a forcément un qui sera numéro 1, il y en a forcément un qui sera 18e. Donc, faut l'accepter, c'est la loi du sport. Et malheureusement, il y en a qui ont de plus en plus de mal à l'accepter. Donc c'est terrible. Alors, direction de l'arbitrage. Après, vous avez vu, il y a un pôle administratif, là, avec un responsable. Et puis, en fait, il y a 3 grands secteurs dans l'arbitrage. Il y a le secteur amateur, il y a le secteur pro, et il y a le secteur féminin. Et à sa tête, vous avez un responsable. Donc c'est Alain Sars au niveau de l'amateur. C'est Stéphanie Frappard. Alors Stéphanie Frappard, vous voyez, elle a la particularité, c'est qu'elle est encore en activité. Vous la voyez encore arbitrer. C'est une des rares femmes qui arbitre en Ligue 1. C'est suffisamment rare. Ça a été la première, au niveau de l'Europe, à arbitrer des matchs de Ligue des Champions. Donc elle est première dans beaucoup de domaines. Elle aura ouvert la porte au public féminin. Donc ce que je disais, elle est encore en activité d'arbitre et elle est à mi-temps en fait directrice du développement de l'arbitrage féminin. Elle prend ça extrêmement à cœur. Elle est passionnée. Elle vit arbitrage à 110%. C'est sa passion. Toute sa vie tourne autour de l'arbitrage. D'ailleurs, elle est comme tout sportif de haut niveau. Elle a consacré sa vie pour arriver à ce niveau-là, et c'est tout à son honneur. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est hyper motivé, qui redonne beaucoup. Elle est vraiment passionnée, c'est incroyable. Donc Alain Sars, je l'ai dit, amateur, ancien arbitre international. Et puis on a Amaury Delerue qui a arrêté sa carrière il y a 2 ans, qui est le manager instructeur des arbitres pros, qui est prof de PS, qui était responsable du foot à l'UFR Staps de Bordeaux. Voilà, qui s'est mis évidemment en dispo pour être manager, et Dieu sait, vous savez, il a du boulot, il a vraiment du boulot, puisqu'en fait à chaque week-end, je vous dis, il n'y a pas un week-end où il y a une polémique sur une décision arbitrale, donc c'est lui qui subit ça, entre autres, c'est pas simple. Juste là, ça vous donne un aperçu des 3 directions que j'ai remises, ça permet de comprendre
En fait, vous voyez, F1, c'est par rapport au niveau pro, amateur, féminin. F1, c'est Fédéro 1, arbitre assistant Fédéro 1. Fédéro 2, arbitre assistant Fédéro 2. Contrat VAR, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font que ça, voilà, qui font que de la vidéo. Tous les arbitres de Ligue 1, systématiquement, quand ils ne sont pas désignés en match, ils sont VAR, d'accord? Mais vous avez, faut tellement de monde par match, il y a tellement de rencontres chaque week-end. Vous avez aussi quelques-uns qui ont arrêté il y a peu de temps leur carrière, qui font de la formation et qui ont un contrat VAR. Voilà, N2, N3, c'est Fédéro 4, National 2. N3, c'est F5. Ouais. Une petite faute de frappe. JAF, c'est jeune arbitre fédéral. Donc, c'est des jeunes un peu dans votre tranche d'âge, entre 19 et 21, 22, 23, en fait, qui ont envie d'aller, qui font les U17, U19 nationaux, les compètes, et qui se préparent à éventuellement aller vers l'arbitrage de haut niveau. En tout cas, ils mettent tout en œuvre, c'est un peu leur ambition. On a un peu la même filière chez les filles. Voilà, Arkema Première Ligue, fédérale féminine 1, assistante fédérale féminine 1. Juste ça, que vous le sachiez aussi, c'est bon à savoir, parce que en fait, au niveau fédéral, c'est soit vous êtes en fait, vous faites un choix à un moment donné. Quand ils débutent en département, en région, ils sont tous centrales. Et en fait, à un moment donné, ça devient une spécialité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne verrez jamais un arbitre central prendre le drapeau de touche, et vous ne verrez jamais un assistant, ça s'appelle un assistant arbitré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à partir du national, ce qui sera la prochaine Ligue 3 professionnelle, là où évolue le Stade Malherbe de Caen, malheureusement, en fait, vous choisissez cette spécialité-là, vous vous spécialisez. D'accord? Donc, un assistant choisit cette spécialité-là, cette spécificité-là, et puis un central, il décide. Souvent, vous avez beaucoup de centraux, quand ils sont en F4, F5, ils voient qu'ils ne vont pas monter, voilà, ils ont atteint, c'est comme un joueur. C'est comme un joueur, à un moment donné, vous êtes plafonné, vous ne pouvez pas aller plus haut que le niveau R1, il y en a, je ne peux pas aller plus haut que le niveau N2. En fait, ils se disent, allez, pour aller au niveau, peut-être que si je bascule, en fait, ça peut être intéressant, et c'est ce qui se passe. Souvent, ils décident de basculer assistant parce qu'ils voient qu'en tant que central, ils ne pourront jamais accéder au niveau. Et en assistant, peut-être qu'ils ont les qualités pour le faire. Juste là pour... Attends, excuse-moi, Franck. Des questions sur cette présentation de l'organigramme de la Fédé concernant l'arbitrage? Moi, j'en ai une. Est-ce que toutes ces personnes que tu viens de présenter ont le même statut? Bon, tu nous le diras plus tard. Toi, tu es professeur de sport. Hein. J'imagine que le DTN dépend du ministère Jeunesse et Sport et il est nommé... Non. Alors, ça marche pas comme ça, justement. On va pas rentrer dans le détail, mais... Non, mais tu as raison. Dans beaucoup de disciplines, le DTN est souvent un cadre d'État. C'est ça. Dans le foot, c'est pas forcément le cas. Et en l'occurrence, là, c'est pas le cas. Hubert Fournier, il est cadre fédéral, c'est-à-dire salarié directement de la fédération. De la fédération. Pour revenir sur tout l'encadrement de la direction de l'arbitrage, tout le monde est salarié de la fédération, donc c'est des cadres fédéraux en fait, salariés au sein de la fédération. Les deux personnes finalement qui sont cadres d'État, je l'expliquerai après. Parce que moi, tu l'expliqueras après. Je ne suis pas salarié de la FFF. Au stade de l'organigramme. Ouais, c'est le préparateur physique Jean-Michel Pratt et moi qui sommes des cadres d'État mis à la disposition de la fédération. Juste les effectifs pour vous donner, ça vous donne un ordre d'idée, mais c'est intéressant parce que par rapport à ma mission, c'est de vous donner les effectifs. En Ligue 1, vous voyez, vous avez 20 arbitres centraux élites et 27 assistants, dont 12 élites. Ça veut dire qu'en fait, il y a 32 pros. En fait, vous avez des assistants F1 en fait, qui ne sont pas pros, qui ne sont pas, entre guillemets, qui sont pas élites. C'est-à-dire qu'ils ont un contrat, d'accord, donc ils arbitrent quand même en Ligue 1, mais ils n'ont pas un contrat élite, un contrat pro comme certains de leurs collègues. C'est vrai que ça fait tous les centraux sont pros, mais pas les assistants. Il y en a quelques-uns qui... Donc ça veut dire que ces gens-là, ils ont souvent un job à côté parce que, voilà. Alors que les autres, globalement, les élites, ils peuvent vivre que de l'arbitrage. Parce que voilà. Aujourd'hui, ils ont un fixe. Justement, le fait d'être élite, c'est que vous avez un fixe et puis vous avez une prime par rapport au nombre de matchs que vous faites dans le mois. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez
vous avez un salaire qui est plutôt cohérent et qui permet de vivre de l'arbitrage. Mais on n'est pas élite à viva aeternam, c'est souvent des contrats. Vous voyez, c'est un peu le problème, c'est qu'ils ont des contrats d'1 an, 2 ans, renouvelables. Donc il faut aussi se préparer à le jour où vous êtes plus élite, à avoir votre formation à côté malgré tout, parce que voilà, ça reste fragile. En Ligue 2, vous voyez, 17 centraux, 24 assistants. Dans le secteur amateur, vous voyez, j'ai mis par rapport au national, vous voyez. Une petite question, Franck, là. Ouais. Ouais. Vendeppuis de Clément, L3ES, et je vais être préparateur physique dans le football. J'avais une question parce que c'était écrit juste avant qu'il y avait 20 arbitres en Ligue 1, centraux. Ouais. Il y a 9 matchs par week-end. Comment on fait pour tourner? Est-ce que les arbitres qui ne sont pas en activité un week-end, est-ce qu'ils restent quand même sur un match au cas où l'arbitre central se blesse? Ou est-ce que c'est un assistant qui prend sa place? Non, c'est jamais un assistant. Déjà, en Ligue 1, en Ligue 2, tu as toujours un arbitre qui est 4e. Oui. En Ligue 1, souvent, le 4e, c'est un arbitre du national, toi qui tient la route, donc c'est souvent. Et puis, des fois, c'est les gros matchs. Si tu as la grosse affiche Olympique de Marseille, PSG, c'est pas un national. Le 4e, c'est un Ligue 1 aussi, quoi, tu vois. Okay. Donc en fait, ils sont tout le temps mobilisés parce que s'ils ne sont pas sur un match désigné en tant que tel, soit ils sont 4e, soit ils sont à quoi? J'ai dit ça la VAR. Ils sont à la VAR. À la VAR, je te dis, à la VAR, sur chaque match, tu as un VAR et un AVAR. Donc déjà, tu vois, t'imagines 9, il te faut déjà 18 personnes. Toi, il te faut 18 personnes dans le Media Center là, par rapport pour couvrir tous les matchs. Tu vois, donc en fait, ils sont pas beaucoup en repos. Hein. En fait, ils sont tout le temps, même si tu les vois pas en tant que responsable central sur le match, mais en fait, souvent, ils ont notre mission, en fait, tu vois. Okay. Certains, parfois aussi, vous voyez, quand ils sont en retour de blessure, pour ça, des fois, les journalistes, ils connaissent pas, des fois, ils parlent de sujets, ils disent n'importe quoi, toi, à l'équipe 21 en particulier. L'année dernière, je me souviens, il voit le Texier qui a été faire Saint-Etienne. Il dit, vous voyez, le Texier est tellement pas bon, il est descendu en Ligue 2. Il n'est pas descendu en Ligue 2. Il a été faire un match parce que, voilà, peut-être il revenait d'une compète internationale pour se remettre dans le bain ou d'une période où il était un peu en régénération. En fait, vous voyez, mais les types, ils font des interprétations, ils connaissent même pas, en fait, alors qu'il n'était pas du tout descendu en Ligue 2. Enfin, je veux dire, on peut avoir un Ligue 1 qui, de temps en temps, va faire quelques matchs en Ligue 2. Quand il revient de blessure, par exemple, généralement, ils vont le mettre en Ligue 2 en premier pour retrouver le rythme. C'est un peu comme les joueurs. De toute façon, on va un peu en parler après. L'entraînement de l'arbitre de haut niveau, on est sur exactement la même configuration que l'entraînement des joueurs. Bon, vous voyez, futsal, pareil, 18, 22, 8 arbitres de beach soccer. On a 82 jeunes arbitres. Donc, vous voyez, chez les féminines, là, on est dans un plan de développement énorme là, sous l'impulsion de Stéphanie Frappard. Donc, vous voyez, maintenant, les effectifs grossissent chaque année. Là, il y a le projet de créer une catégorie assistante F3. Donc là, c'est pareil. Hein. Je vous le dis, les jeunes filles, si vous êtes, franchement, si vous êtes sportive, pas trop idiote et que vous voulez aller très vite au haut niveau, franchement, vous allez dans l'arbitrage, vous pouvez vite vous retrouver. C'est une des voies, on peut se retrouver très vite au haut niveau, c'est de façon assez rapide en fait. Hein, c'est incroyable. Hein, et ça peut être une opportunité. Enfin, moi, on n'y pense pas souvent, mais ça peut être une opportunité. En plus, là, je vous dis, maintenant, elles sont semi-professionnelles. Alors, on est toujours là, on n'est pas encore dans la parité homme-femme, mais franchement, là, il y a eu des efforts qui ont été faits. C'est vraiment intéressant. Il y en a certaines, elles ne font plus que ça maintenant. Elles arrivent à gagner à peu près leur vie en faisant que de l'arbitrage. Donc globalement, vous voyez bien, ça fait, je reviens, ça fait une population, ça fait une population au niveau fédéral de quasiment 400 personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on suit, vous avez vu, on est 3 plus un stagiaire et on suit 400 personnes. Voilà, quand vous voyez que dans un club de sport, de hand, sport co, vous avez 2-3 préparateurs physiques, même de foot, pour un groupe pro de 25-30, et que vous êtes 4, enfin vous êtes 3 avec un stagiaire, je le compte, même s'il nous rend beaucoup service, mais je veux dire, il n'est pas en responsabilité. Vous êtes 3 pour 400, vous voyez bien le ratio à un moment donné, dans le suivi, on ne peut pas tout faire en fait, c'est compliqué. Hein, en fait,
ça devient ouais, très très compliqué en termes de suivi. Et on n'a pas le même suivi évidemment entre les pros et suivant les catégories, quoi. Hein, forcément, il y en a qu'on voit plus souvent, d'autres un peu moins souvent. Juste pour vous donner alors là, vous avez bien compris la différence. Tu disais, c'est comment ton prénom? Clément, tu veux être préparateur physique? Je suis préparateur physique au Stade Malherbe de Caen. Bon, c'est simple. Mes joueurs, ils habitent sur place. Je les ai tous les jours à l'entraînement. Je les vois, je suis en face-à-face pédagogique tous les jours avec eux. OK. Ils ont leur match le week-end et je les vois. Nous, le problème, c'est que, vous voyez, moi, mes pros, j'ai mes élites pro garçons, là, j'ai 20 plus 12. Ils sont tous disséminés dans les 4 coins de la France. C'est-à-dire que j'en ai un à Lille, j'en ai un à Nice, j'en ai un qui habite Paris, j'en ai un qui habite Bordeaux. Donc en fait, on ne les a pas toutes les semaines. Par contre, ça ressemble un peu dans le fonctionnement. Je dirais que ça ressemble un peu à une image d'une sélection nationale, globalement. Le modèle, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on les a, vous voyez, on a 10 rassemblements par an. C'est-à-dire que globalement, on les a 10 fois une semaine. 10 fois une semaine, bon, ça fait à peu près une fois tous les mois, quoi. En clair, les arbitres de Ligue 1 que vous voyez à la télé, je les ai en stage une fois par mois. Globalement, c'est à peu près ça. Chez les filles, pareil, ça s'est développé. On est à 7, là, c'est plutôt tous les mois et demi. D'accord, vous voyez, par exemple, là, vous voyez, dès que j'ai terminé avec vous, je prends le train et je file à Clairefontaine. Et j'ai les filles en stage pendant 3 jours, les élites féminines pendant 3 jours. Hein, donc on les a tous les mois, tous les mois et demi. OK? Alors, question? Ouais. Par rapport à ce que vous avez dit, donc, sur les rassemblements, on va mieux t'entendre avec le micro. Donc Beto Enzo, donc je voudrais aussi faire préparateur physique dans le monde du football et je voudrais savoir par rapport au rassemblement que vous faites avec vos arbitres, qu'est-ce que vous faites du coup durant ces rassemblements? Je vais le dire après. Donc bonne question anticipée. T'as anticipé, après je vais te dire à peu près ce qu'on fait. Hein, donc bonne question, mais je vais l'expliquer après, hein, concrètement. Allez, je sais que c'est l'heure digestive, donc pour pas que vous vous endormiez, allez, ça va vous réveiller. Vous prenez votre petit portable. Vous allez être content là, vous pouvez prendre vos téléphones. Là, voilà, comme vous êtes. Ah, alors attendez, il faut que je me reconnecte moi parce que. Vous pouvez mettre les jeux de côté. Alors, on va hop, bougez pas. Je vais faire partage de connexion. Hop. Ça a l'air d'être bon. Hop. Alors, vous allez sur menti.com. D'accord? Alors. Je vais vous donner le code, mais déjà, il faut que ça apparaisse, ça serait bien. Voilà, ça. Alors, est-ce que... J'espère que ça va marcher. Alors, vous allez sur menti.com, le code c'est 28 94 76 71. 28 94 76 71. Allez, voilà, vous avez votre petit avatar qui apparaît normalement. Allez, vous avez le petit avatar qui apparaît. Il y a combien de combattants là? Combien de joueurs? Combien normalement? Là, 53, 57, 58, ouais, on est pas mal, 59,
60. Combien de personnes, Fred? 60, on ne doit pas être mal là, non? Tout le monde est connecté ou pas? On est à 61. Tout le monde a son petit 62. Allez, on attend les derniers. En attendant que ça se connecte, allez. Je vous explique les règles du jeu. Forcément, vous êtes des sportifs, donc c'est une compète. Hein. Le plus rapide marque des points. Affirmation. Je vous balance une affirmation un peu sur l'activité de l'arbitre de haut niveau. Vous me dites si c'est vrai ou c'est faux. Okay, vrai ou faux. Okay, donc, objectif, répondre dans les 10 secondes. Plus on est rapide, plus on marque 2 points. Et plus on est rapide, plus on apparaît dans le classement. C'est-à-dire qu'on apparaît dans les 10 premiers sur l'écran. Si on n'est pas dans les 10 premiers, c'est qu'on est une tortue et qu'il va falloir et qu'on n'est pas rapide d'esprit. Allez, ça va, c'est bon? On démarre? On démarre, c'est parti. C'est parti. La distance totale parcourue par un arbitre central de Ligue 1 est supérieure à la moyenne des 10 joueurs de champ. Vrai ou faux? Oh. 10 secondes. Hein. Ah, pas mal. Ouais. Et pour vous donner un ordre d'idée, globalement, alors on voit le plus rapide. Si vous apparaissez dans le classement, c'est que vous êtes dans les plus rapides. Globalement, la distance, le delta, il est hyper important. Ça peut aller de 9600, 9700 mètres jusqu'à 12 km par match. Mais en tout cas, la moyenne, elle est souvent supérieure à la moyenne des joueurs. OK? Concentré. Question 2. La moyenne de VMA des arbitres de Ligue 1 se situe au-dessus des 19 km/h. Vous savez tout ce que c'est une VMA? Vitesse maximale aérobie. J'espère quand même. Ouais, c'est vrai. En fait, pardon, non, elle est, non, c'est vrai que elle est pas au-dessus de 19, mais elle est pas loin. Elle est à 18,7. Donc, ah bah oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, ce qui est déjà énorme. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 18,7, faut déjà y aller. Hein. Sachant que la moyenne des joueurs de Ligue 1, globalement, je parle bien de moyenne, hein, elle se situe aux alentours de 18. Donc, vous voyez que les arbitres, ils ont rien à envier sur le plan aérobie aux joueurs. Alors c'est sûr, si vous prenez un N'Golo Kanté, lui il a 22, lui c'est un phénomène. Mais globalement, la moyenne des joueurs, c'est 18. Nous, en Ligue 1, c'est 18,7. Ah oui. Allez, troisième, on reste attentif. Ah, OK. Allez, question suivante. Allez, il faut être le plus rapide. Je voulais aller. L'étude épidémiologique des blessures chez la population arbitrale montre que les ischio-jambiers sont le groupe musculaire le plus exposé. Vrai ou faux? Ah ah. Ah, c'était le piège. Ben oui. Alors, c'était vrai il y a encore quelques années, mais comme on a mis l'accent, justement, vous voyez, bah, les préparateurs physiques, on a mis l'accent en collaboration avec le centre médical sur un gros travail préventif sur les ischios. En fait, on a considérablement diminué les blessures au niveau de ce groupe musculaire. Et en fait, aujourd'hui, on a le groupe musculaire le plus sensible, où on est plus embêté. En fait, c'est tout ce qui est au niveau tendinopathie et tout ce qui est au niveau de les problèmes de tendons d'Achille et aponévrose plantaire, voire ce qui est le plus récurrent, c'est le mollet. En fait, c'est au niveau des mollets qu'on a le plus de soucis, en fait, plus que les ischio-jambiers aujourd'hui. Alors, ça vient du fait aussi, vous voyez,
Le mollet, on dit souvent que c'est la maladie. Vous voyez, quand vous avez un problème musculaire au niveau du mollet, bon, vous êtes jeune, peut-être vous n'êtes pas encore sujet à ce type de pathologie, mais on dit souvent que c'est la maladie du quarantenaire. C'est-à-dire qu'on a une... quand on prend de l'âge, en fait, on a toute cette enveloppe, l'aponévrose au niveau solaire, au niveau des jumeaux qui se fragilisent. Et donc nous, on a un gros travail à mettre en place là-dessus parce que c'est là où les blessures sont les plus récurrentes. Ah, il y en a qui vont... OK. Diapo suivante. C'est parti. Le temps de récupération, compris entre 5 et 1 km/h, sont plus nombreux chez l'arbitre assistant que chez l'arbitre central. Vrai ou faux? Oh, c'est partagé. Ouais, c'est vrai. Eh oui, c'est vrai. Globalement, l'arbitre assistant, c'est une autre fonction. C'est des types d'efforts complètement différents de l'arbitre central. Et en fait, à un moment donné, forcément, il est beaucoup à l'arrêt parce que sa particularité, c'est qu'il se déplace le long d'une ligne. Déjà, ça c'est une particularité. Et c'est surtout, c'est quand en fait, il occupe un espace qui est que dans une moitié de terrain. Donc en fait, quand le jeu se passe dans la moitié de terrain adverse, finalement, lui, il va se situer près de la ligne médiane. Il se met à hauteur, il va se mettre à hauteur du dernier défenseur. Et en fait, voilà, il est beaucoup à l'arrêt à partir du moment où le ballon est de l'autre côté. Hein, donc forcément, il a plus de temps. Il a plus de temps en station arrêtée que le central qui s'arrête aussi. Hein. Il y a les phases de jeu statiques, mais globalement, elles sont plus importantes chez l'assistant. Allez, diapo suivante. Ah. Alors, les courses entre 6 et 15 km/h représentent la plus grande distance parcourue par un central au cours d'un match de Ligue 1. Globalement, est-ce que c'est l'allure de course qui est la plus importante? Ouais, c'est vrai. Alors, et effectivement, vous avez, alors dans un match, vous avez... S'il vous plaît, on ne se disperse pas, merci. Allures, s'il vous plaît. Dans un match, vous avez forcément des allures de course variées. Hein, vous avez des courses basse intensité, des courses moyenne intensité, des courses haute intensité, des courses très haute intensité, hein, et des sprints qui sur des valeurs supérieures à 26 km/h. Donc c'est très variable, mais on va dire les courses entre 6 et 15, elles sont globalement majoritaires. Sur les 10 km, vous voyez, c'est globalement plus de 40% qui sont sur ces allures-là, hein, 40-45%. OK? Allez, 6e. La distance totale parcourue par un arbitre assistant de Ligue 1 est supérieure à 6 km par match. Alors, je vous ai parlé du central, j'ai dit entre 9 et 12. Maintenant, est-ce qu'un assistant fait plus de 6 km par match? Ouais. Globalement, un arbitre assistant, généralement, il est entre 5 et 6. Mais ça n'arrive quasiment jamais qu'il soit supérieur à 6 km. Chez les féminines, les assistantes sont entre 4 et 5 km globalement par match. Hein, donc, ça, à chaque question, il y en a qui s'écroulent là.
Laurie, ça a l'air d'être pas mal, ça, je le vois en tête depuis un petit moment là. Allez, question suivante. L'arbitre assistant réalise plus d'accélération, décélération que le central au cours d'une rencontre. Vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. Bon, il n'y a pas une très grosse différence, mais c'est vrai que l'assistant, il est sans cesse à... C'est des efforts de type explosif, il est sans cesse en train de freiner et repartir. Il y a moins de courses continues, vous êtes d'accord avec moi? Un assistant, en fait, il y a moins de courses continues que l'arbitre central. Par contre, il est sans cesse en position arrêtée, il doit exploser, côté droit, côté gauche, avec la particularité, c'est qu'il est le long d'une ligne, c'est très particulier justement parce qu'on n'est pas dans une activité multidirectionnelle comme peut être le central. Et il y a une autre particularité de l'assistant, c'est très spécial. C'est quoi? Exactement, eh ben oui, il court avec un drapeau. Et sachez que en fait, nos séances, je vais vous montrer après, des séances, on fait tous les exercices, enfin les 3/4 des exercices, on le fait avec drapeau. Parce que c'est pas naturel de se déplacer sur le plan moteur avec un drapeau. Et c'est hyper compliqué. Hein. Moi, je vous fais faire un sprint avec un drapeau, c'est pas la même chose que si vous avez les mains libres. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une contrainte motrice qui est quand même particulière. Donc, il faut les habituer à avoir une efficacité de déplacement la plus appropriée avec le drapeau. Allez, la 8e. Il reste 3 questions. Le nombre de sprints supérieur à 25 km/h n'excède rarement les 10 par rencontre pour un central. Eh oui, c'est vrai. Ah, c'était partagé dans l'assistance là. Ah. Eh oui. Globalement, donc là, on est d'accord, dans la nomenclature, pour ceux s'il y en a qui suivent un petit peu qui suivent la charge d'entraînement à travers un outil qui est le GPS, dans la nomenclature, bon voilà, on assimile, chez les filles, on assimile le sprint à des valeurs supérieures à 23 km/h, globalement, et chez les garçons, c'est souvent au-dessus de 25-26, ok. En fait, on s'aperçoit que ouais, le nombre de sprints, il n'est pas si conséquent que ça sur une rencontre. Ça arrive sur sur quelques phases de transition, par exemple, sachant que pour atteindre cette... allez-vous, il y en a qui veulent se lancer dans la préparation physique, là. On va voir en licence 3, pour atteindre cette vitesse-là, il faut pour atteindre 25 km/h, il faut à minima quelle distance? 100 mètres, 10 mètres, 50 mètres, 20 mètres? Ouais, 30 mètres. Globalement, à partir de 30 mètres, on peut commencer à atteindre sa Vmax. Okay. Donc forcément, c'est sur des courses, sur les transitions. Allez, on termine. Avant-dernière. La plus grande distance parcourue par un arbitre cette saison en Ligue 1 est de 12 438 mètres. Vrai ou faux? Bon, elle est donnée celle-là, je l'ai dit. Celle-là, elle est cadeau. Ah oui, je l'ai dit tout à l'heure que ça pouvait atteindre 12 km. Donc, allez, la dernière va être décisive. Ah, il y en a qui ont craqué. Il y en a qui ont craqué. Alors, c'est quoi? Ah, il y a un Italien qui est en première place, là. Allez, tout va se jouer là. C'est parti, dernière.
La marche à l'heure entre 1 et 5 km/h représente 17% de l'activité globale d'un arbitre central. Vrai ou faux? Eh oui, c'est vrai. Allez, classement final. Il est où, Loris? Qui lève la main, il est où? Il est où, Loris? Ah, bravo, bravo, bravo. Alors, ok. Allez, bah pour répondre un peu aux questions que le collègue voulait avoir, maintenant concrètement. Hein, donc bon, voilà, à travers ce petit quiz, je voulais vous montrer un peu l'activité d'un arbitre de haut niveau. Alors, moi, mes missions par rapport à finalement à mon job, le fait de ne pas les avoir en face à face pédagogique tout le temps, en fait, j'ai deux modes de fonctionnement. Vous avez bien compris, j'ai justement le face-à-face pédagogique, ça veut dire les stages qui ont lieu, chaque catégorie, si vous voulez, a des stages régulièrement. C'est-à-dire que finalement, chaque semaine j'ai quasiment un stage, d'accord? Pas toujours avec la même catégorie, d'accord? Sachant que plus vous êtes avec le haut niveau, bah, vous voyez, vous avez 10 rassemblements. Il y en a qu'on voit une fois tous les mois et d'autres qu'on voit 3 fois dans l'année, quoi. 3 stages de 3 jours, vous voyez, suivant le niveau, d'accord? Et puis, l'autre aspect de mon métier, c'est comme on ne les a pas tous les jours, en face-à-face pédagogique, en fait, c'est de les suivre à distance. Une de mes grandes missions aussi, moi, quand je dis moi, c'est aussi mes collègues, c'est de suivre nos arbitres à distance. Donc forcément avec des outils de suivi à distance. Okay, alors après, notre objectif, nous, en tant que préparateur physique, c'est que, ces gens-là réussissent leurs tests, c'est de les préparer à réussir leurs tests physiques. Sachez qu'un arbitre, en fait, il a chaque année, en fait, en début de saison, c'est-à-dire qu'en période de préparation, avant le premier match de championnat, il a des tests physiques à réaliser en fonction de son niveau et avec des barèmes particuliers. En clair, c'est des tests de vitesse et des tests aérobie. Okay, si la personne ne réussit pas les tests, elle n'est pas désignée, elle n'a pas le droit d'arbitrer. D'accord? Et il y a la même chose l'hiver. C'est-à-dire que là, vous voyez, on vient de faire ça là, juste avant les fêtes de Noël. Ils ont fait leurs tests en fin juillet et on a refait les tests à toutes les catégories, là, globalement, fin décembre. D'accord? En clair, c'est comme si je vous demandais, c'est pour ça que j'ai mis le permis d'arbitrer, c'est comme si je vous demandais en fait l'été de passer votre permis de conduire et en fait, vous revenez en hiver, vous repassez votre permis de conduire pour pouvoir réutiliser votre automobile. Et bien là, c'est la même chose. En fait, pour pouvoir arbitrer, ils ont l'obligation, comment dire, de faire des tests en début de saison et à mi-saison. Pourquoi ça a été mis en place? Deux, je vous dis, le profil de l'arbitre d'il y a 30 ans, le mec, en fait, il s'entraînait une fois au début de saison, puis après, il se laissait vivre tout au long de l'année. Là, le fait de mettre des tests de mettre les tests, les gens, ça les oblige à quoi? À s'entraîner. Hein. Donc, il n'y a pas de mystère. Hein. Si vous voulez réussir les tests, vous êtes obligé de vous entraîner. Donc voilà, ça a eu cette conséquence-là. D'accord? Donc, entre autres question là à droite. Ouais. Donc Jérémy Damien, licence 3 ES, je voudrais être préparateur physique également dans le monde du foot. Donc on a vu que du coup ils avaient des courses assez équivalentes à celles des joueurs sur un terrain, mais en termes de charge d'entraînement durant la semaine, c'est quoi la fréquence des séances? C'est plusieurs fois par semaine j'imagine, mais plusieurs fois par jour.
Est-ce qu'il y a des méthodes de récupération un peu similaires aux professionnels, ouais, aux joueurs? je vais pas te répondre directement Ouais. parce que je vais le dire dans la suite en fait. Ok. Et ça va te donner les réponses. Mais ta question est intéressante. Ouais. Ah, une autre question. Une autre question, là. T'es un peu frustré, mais comme je vais le dire après. Donc Jules Alexandre, L3ES et spécialité football. Donc je voulais savoir, quand vous parlez des stages de haut niveau pour les arbitres, c'est à quelle échelle? Ça inclut également les arbitres de niveau national 2 jusqu'à Ligue 1 ou que les arbitres Ligue 1, Ligue 2? Non, en fait, toutes les catégories c'est pour ça que quand je vous ai dit qu'il y en avait 400, toutes les catégories que je vous ai décrites, elles ont forcément à minima un stage. Okay. D'accord? La Ligue 1, ils en ont 10, toi tu les vois, donc eux tu les vois 10 fois une semaine, c'est ce que tu vois le plus fréquemment. Par contre, si je te prends les F4 qui sont en National 2, en fait ils ont deux stages de 3 jours dans l'année. Bon, voilà, tu les vois 2 fois. Bon là, le suivi, il est vite. Mais en fait, plus tu montes de niveau, plus tu vois les gens souvent en fait. Et plus il y a un suivi qui est plus important. Et vous allez voir les outils de suivi, c'est quoi, d'accord? Donc j'ai parlé des tests. La deuxième chose, c'est que on les entraîne, d'accord? On les entraîne parce que c'est quand même ça, au-delà des tests, pour répondre aux exigences de l'activité foot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que les arbitres ils soient dans la capacité de répondre aux exigences que le match du niveau dans lequel ils évoluent leur demande. D'accord? Aujourd'hui, c'est pour ça que je disais l'évolution du football. Quand vous êtes un arbitre assistant, il ne faut pas être un tracteur. Parce que si vous avez Mbappé qui déboule à 36 km/h, quand vous êtes sur la ligne, faut être capable de suivre les courses, de suivre le. Donc vous voyez, aujourd'hui, je vous prends cet exemple-là parce que voilà, mais aujourd'hui le football va tellement de plus en plus vite, il faut être capable de répondre aux exigences du match, d'accord? Ce qu'impose le match. Et là, vous voyez, c'est ce que je disais à vos collègues master ce matin. Moi, en fait, c'est souvent quand j'ai comme vous des jeunes arbitres qui veulent monter, quand je m'adresse à la population arbitrale, mais les jeunes là, qui ont de l'ambition, qui veulent aller au haut niveau, je leur dis toujours, en fait, vous devez avoir, toi, ça va répondre en partie aussi à ta question, tu veux arbitrer en national, dis-moi le niveau de compétition dans lequel tu évolues, combien de fois les joueurs s'entraînent. D'accord? Au Stade Malherbe de Caen, ils sont en national, ils s'entraînent combien de fois? Ils ont un volume d'entraînement de combien par semaine? 12 heures, 10 heures, 7 heures. En fait, toi, tu es l'arbitre, tu veux aller à ce niveau-là. Il faut que tu aies, pour moi, la logique, en tant que préparateur physique, il faut qu'à minima, tu aies les mêmes normes d'entraînement et le même volume d'entraînement que les joueurs dans lesquels tu vas évoluer. Voilà, c'est une référence. Donc voilà, déjà ça, c'est la première chose. Okay? Donc c'est respectable. Celui qui veut s'entraîner que 2 fois par semaine, plus son match, ça fait 3 fois. C'est respectable, sauf que tu restes en district, en département, ça correspond au département. Voilà. Tu vas en région, que tu augmentes ton volume. Tu vas en national. Donc pour répondre à ta question, en Ligue 1, c'est des gens qui s'entraînent, je vais même te dire, je pense qu'ils s'entraînent plus que les joueurs. Ils ont un volume d'entraînement il y en a, c'est des fous, ils aiment tellement l'activité physique, c'est devenu tellement... ils s'entraînent quasiment... nous, dans notre modélisation, on veut qu'ils s'entraînent au moins une fois par jour. Et on veut, juste pour résumer, dans notre modélisation qu'on souhaite avec eux, c'est au moins une séance d'entraînement par jour, une journée off dans la semaine et au moins 1 ou 2 journées doublées. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire avec 2 séances. Alors, forcément, c'est pas dans le couplage des activités. Si tu as une séance haute intensité milieu de semaine, le matin, l'après-midi, par exemple, le matin, ça va être soit du renfort, de la prévention, couplé pour harmoniser les thématiques de séance. Mais globalement ils s'entraînent 14 heures, 15 heures par semaine. Enfin, c'est des vrais athlètes en fait. Ouais. Et le jour off, du coup, c'est le lendemain de match? Pas toujours. Il y en a le lendemain de match qui font une activité aérobie. En fait, c'est en fonction aussi de l'endroit où ils sont, de l'environnement où ils sont. Tu es à l'étranger, tu reviens. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, ça aussi, vous voyez, c'est une donnée intéressante. Un joueur de foot, il joue à domicile au moins une semaine et il joue à l'extérieur la semaine d'après. D'accord? Donc, donc globalement, il s'entraîne 15 jours à domicile. Un arbitre, il s'entraîne à l'extérieur tout le temps.
Donc il est tout le temps à l'extérieur. Donc quand on est à l'extérieur, ça veut dire qu'on prend sans cesse quoi aussi? À prendre en compte dans sa charge d'entraînement? Exactement. Donc vous imaginez bien, vous avez un arbitre, on va prendre une arbitre féminine de Arkema Première Ligue ou un arbitre de Ligue 1. Globalement, le match, ça va de... J'ai un match tous les 7 jours. Bon, ça va, j'ai mon petit voyage à organiser, mais n'empêche, quand vous allez jouer à Rodez, à l'autre bout de la France, c'est pas pareil de jouer à Paris, à Lyon, où il y a les moyens de transport faciles. Vous allez jouer en Arkema Première Ligue là, ou en Ligue 2, là, à Rodez. C'est l'enfer pour y aller. Vous mettez un temps fou parce que les moyens de transport sont compliqués. Vous allez à Brest, c'est pas toujours simple. Il y a des endroits où les accès sont rapides, d'autres Et vous le savez, les voyages, en fait, vous, quand vous partez en vacances, ça défonce les voyages. Hein. Quand vous allez les aéroports, le train, vous êtes carbo. Et ben, ça à prendre en compte dans la charge d'entraînement. Alors imaginez bien celui en plus qui est international, celui que je vous ai montré en photo, là, Le Texier, Turpin. Quand en fait, en plus, non seulement vous avez votre match de Ligue 1, Ligue 1, et vient s'introduire au milieu des matchs internationaux. En fait, vous passez votre temps dans les hôtels, dans les transports. Et c'est compliqué parce que des fois, vous n'avez plus... j'entends la belle vie, mais des fois, ce n'est pas aussi la belle vie que ça. Parce que quand vous passez votre temps dans les transports, et par rapport à l'entraînement, en fait, vous n'avez même plus le temps de vous entraîner. Vous voyez, c'est compliqué. Il faut trouver les créneaux. En fait, ce n'est pas si simple que ça. C'est pour ça de faire des programmations, il y en a plein qui veulent être préparateurs physiques. Et ben avec ces gens-là, c'est hyper compliqué parce que, en fait, ce n'est pas uniforme. Sachez aussi que c'est un vrai souci. Les arbitres, ils ont leur désignation que 10 jours avant. Donc en fait, vous voyez, vous ne pouvez pas programmer, allez, je me fais un cycle de 4 semaines, 5 semaines. Ouais, sauf que, hop, il y a un match. Là, vous voyez, François Le Texier, là, samedi, il a été demandé par l'Arabie Saoudite. C'est lui qui a fait les 2 matchs, là, à la Serre, là, contre Al Hilal, parce qu'il voulait un arbitre neutre. Là, tu repars en Arabie Saoudite, il fait 35 degrés. Tu reviens en France, les voyages, hop, il fait, comme la semaine dernière, il fait -10. Alors, vous voyez, tout ça, ça va prendre en compte et dans sa charge d'entraînement, c'est pas aussi simple. Dernier élément aussi de notre boulot, nous les préparateurs physiques, c'est évidemment, par rapport à toi, ta question, c'est toute l'approche prophylactique, c'est-à-dire que c'est de faire en sorte, comme le joueur, c'est que l'individu soit le moins blessé possible dans la saison, et puis qu'il puisse récupérer. Tu vois, quand tu voyages beaucoup, c'est que tu optimises en fait sa récupération pour que en fait, il soit en forme le week-end suivant. Alors en distanciel, très concrètement, moi, qu'est-ce que je fais en distanciel? Donc on leur fournit, avec les collègues, on fournit des programmations d'entraînement, des modélisations de semaines. On ne fait pas des programmations individuelles. En fait, beaucoup aimeraient, mais c'est impossible. Quand vous voyez, vous êtes 4 pour... c'est vrai que des fois, ils aimeraient avoir du coaching individuel, mais c'est impossible. Enfin, il y a tellement de monde. Donc, on donne des modélisations en début de saison, et après, chacun s'adapte en fonction de ses désignations, son environnement, ses possibilités, et construit sa semaine, et en fonction de ses... Ouais, voilà, quand il sait qu'il va avoir... Des fois, c'est surprenant. Vous pouvez avoir un arbitre, il est 4e 2 fois de suite, il peut être 3 semaines sans arbitrer, et puis d'un seul coup, il va arbitrer, on va lui mettre un match dans la semaine, un match de samedi, oui, c'est très variable. Donc c'est très compliqué de programmer. On fait les suivis des entraînements et des matchs, évidemment, avec des outils. On fait un suivi de la charge. Alors nous, en fait, ils sont équipés... Ils sont équipés d'une montre connectée et nous on travaille avec. Alors c'est pas que je leur fais de la pub, mais comme l'UEFA bossait avec ça, nous la Fédé, on a dans la continuité, on fait la même chose. Nous on bosse avec Polar, d'accord, parce que justement Polar sur la fréquence cardiaque, ils étaient plutôt pertinents. Après il y a d'autres marques, Garmin, Suunto, qui sont excellentes, mais en tout cas nous on bosse avec Polar, sachant que on a une plateforme Polar Coach, et moi ça me permet de les suivre. Je pourrais vous montrer par exemple tout à l'heure si on a le temps. On va observer les matchs. Moi ça m'arrive d'aller voir des matchs. Alors c'était trop cool quand Caen était au moins en Ligue 2 et en Ligue 1. C'était cool parce que ça me permettait d'aller voir mes sportifs
sur place. Bon, bah là, c'est bien parce que en plus, je suis responsable des fédéraux 3. Donc, c'est bien. Je leur ai dit, c'est le seul avantage que j'ai cette année à ce que Malherbe soit en national, c'est que je viens vous voir. Dans le vestiaire, c'est cool. Ça me permet de vous voir à côté de chez moi et dans un contexte match qui n'était pas forcément le cas avant. Donc voilà. Donc, on va les observer en match. Ils aiment beaucoup. Toujours intéressant de les voir en situation réelle parce que moi, je les ai à l'entraînement, mais c'est bien de les voir en match, quoi. Ouais, tu avais une question? Bah oui. Eh ben, tu vas voir ce qu'on met en place pour essayer de pallier à ça. On essaye justement. Ouais. Bon, il n'y a pas que ça, la lucidité. Oui, en fait, ton manque de lucidité, il peut être provoqué par la fatigue. Tu es d'accord avec moi? Bah, l'idée, c'est de les entraîner pour qu'ils soient le moins fatigués possible pour être le plus lucide. Ah oui, on met en œuvre plein de choses pour ça. Pour ça qu'ils s'entraînent d'ailleurs, toi. Tu vois? Ouais. Est-ce que la préparation physique des arbitres, elle est différente en fonction des championnats? Par exemple, on voit en première ligue des arbitres hyper musclés, etc. Et c'est pas forcément le cas en France. Ouais, je vois. Ouais. En fait, ça dépend de la culture. Voilà, c'est intéressant ta question parce que ça dépend de la culture qui est donnée dans les pays. Là, les anglo-saxons sont beaucoup sur la culture de la force. Tu vois, donc on voit les mecs. Nous en France, on est plutôt. C'est lié aussi à notre culture, puis à nous les préparateurs physiques. C'est vrai que on a beaucoup donné nous plutôt. On a plutôt donné la priorité à l'aspect plutôt nous aérobie, tu vois. Les mecs, nous on aime qu'ils courent. Alors, c'est comme les foot. Pour nous, l'arbitre, c'est déjà une activité de course à pied avant tout, avant d'être beau et de mettre les pecs en avant. Alors, c'est bien pour la stature, c'est bien aussi. Hein. Mais nous, on s'en fout, on ne veut pas de bodybuilder. En clair, on veut des mecs qui soient équilibrés musculairement. On veut pas des marmules. Mais tu as certains pays, les pays de l'Est ou les pays anglo-saxons, ils sont beaucoup là-dessus. Ouais. Parce que l'image qui renvoie, tu vois, derrière le travail de force, il y a plein aussi de notions. Mais ta question, elle est intéressante, parce que c'est vrai. Bonjour, je m'appelle Benjamin, je suis L3 spécialité football. Et certes, vous êtes là pour les accompagner, mais est-ce qu'ils ont aussi des personnes qui les accompagnent vraiment limite quotidiennement? Oui. À côté? Ils peuvent. Alors, il y a les managers. Parce que, oui, quand je suis préparateur physique, on travaille, nous, avec les managers, on va dire qu'ils sont leurs entraîneurs sur le plan technique, en stage et tout ça. Par contre, on a beaucoup d'arbitres, parce que le fait que nous, on est en suivi à distance et on n'est pas tout le temps avec eux, t'en as qui prennent des... c'est pour ça, ceux qui veulent tous devenir préparateurs physiques, une activité qui s'est beaucoup développée à la fois chez les joueurs, mais vous voyez, même chez nous, les arbitres de haut niveau, c'est le coaching individuel. Donc en fait, il y en a pas mal qui prennent des coachs individuels. Et je le comprends forcément, parce que finalement, leur coach individuel, il le voit peut-être plus souvent que nous. Tu vois, donc ça ne me choque pas. Hein, c'est pas forcément gênant. Donc il y en a pas mal qui s'accompagnent de coach individuel, de préparateur physique perso. Non. Quelques-uns. Alors ça, c'est les limites, c'est un autre débat. Mais c'est les limites du truc. Hein, c'est les limites du truc. Moi, ça me pose problème, en particulier chez les joueurs, en fait. Mais ça me pose plus problème chez les joueurs que chez les arbitres. Chez les arbitres, à la limite, ils sont chez eux. Donc, mais chez les joueurs, ça me pose plus problème quand il n'y a pas de communication. C'est-à-dire que tu as l'individu qui vit quelque chose en club et il va se rajouter des choses. Et en fait, il n'y a pas de communication. En termes de charge d'entraînement, des fois, il peut y avoir des grosses interférences. Enfin, moi, souvent, ça me questionne beaucoup. Tu vois, ça, c'est les limites du truc. Pour finir aussi sur mes missions, on a beaucoup d'entretiens individuels avec eux en visio, vous voyez, pour faire le point. Le fait qu'on ait des outils, à la demande de certains, alors pas tous, hein, il y en a qui ont plus ou moins besoin, en fait c'est en fonction de leurs besoins, ou nous on les interpelle, ou leur manager il veut qu'on les interpelle, on fait des entretiens réguliers pour faire le point sur ces entraînements, puisque moi j'ai les outils à distance, je lui dis voilà, on les conseille, quoi. Tiens, tu pourrais mettre en place ça pour mettre un peu de variété dans tes entraînements, attention, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de vitesse, essaye de mettre un cycle, on les conseille, on leur donne des éléments. Juste pour vous donner,
On travaille avec des outils, les outils de suivi à distance. Vous voyez, c'est Polar, hein, ça permet d'avoir l'agenda Polar. On a un suivi GPS, c'est-à-dire qu'après chaque match de Ligue 1, en fait, on a toutes les données, tout ce qu'on appelle les données stats. Donc là, ce n'est pas un GPS comme les joueurs qu'ils ont. En Ligue, je vous parle bien en Ligue 1. Les assistants et les centraux. En fait, il faut savoir que dans chaque stade, il y a 24 caméras qui sont autour du terrain et en fait qui recensent en fait tous les efforts des joueurs et des arbitres. En fait, c'est une boîte qui fait ça, Second Spectrum, avec un contrat avec la Ligue de football professionnel. Elle recense tous les résultats et nous, en fait, on recueille ça. Et on a un rapport avec les allures de course, les nombres d'accélération, la Vmax atteinte, tous les éléments de la nomenclature classique, quoi, hein. Donc ça, chez les filles, c'est différent. Moi, les filles, en fait, comme je suis responsable des filles aussi, il y a 6 ans, avec le Centre de la Performance, on a écrit un article scientifique, vous pourrez aller voir, hein, si ça vous intéresse. On a fait une étude de la carte d'identité de l'arbitre féminine de haut niveau. Et là, en fait, on les équipe vraiment avec un GPS. Et moi, je recueille toutes les données chaque week-end. Je fais le découpage. Ça me demande beaucoup de temps d'ailleurs, un peu trop. Et ça nous a permis d'avoir vraiment la carte d'identité de l'activité, parce qu'il y avait peu d'articles sur les féminines. Et Chris Carling, qui est un Anglais qui bosse au Centre de la Performance avec nous à Paris, il a eu cette idée, comme c'est un universitaire, hein, et on a produit un article scientifique il y a 1 an sur l'activité de l'arbitre féminine de haut niveau. Donc c'était plutôt intéressant. On travaille, alors là c'est en cours, on travaille avec une plateforme, vous connaissez peut-être parce qu'il y a beaucoup de clubs qui l'utilisent, ça s'appelle MyCoach Pro, hein, qui permet d'avoir un suivi d'entraînement, un suivi de la charge. Mais là le problème c'est que c'est une start-up niçoise qui a un super outil. Malheureusement, il était créé au départ vraiment pour le sport co. Et nous, en fait, on est dans un sport individuel. Donc, on est en train de créer l'outil pour le doter aux arbitres. C'est en cours, ça fait 2 ans que le chantier il est en cours. Et on essaye de construire cet outil-là. Bon, voilà, après, suivi à distance, hein, avec une plateforme, hein, c'est toujours intéressant. On fait du tracking, hein, comme je vous disais. Données récoltées en Ligue 1 avec la société Stat. Et puis moi, voilà, c'est très concret, mais vous voyez, on bosse avec Catapult, la plateforme PlayerTech. Vous voyez le match, d'une assistante là. Moi, ça m'apparaît comme ça en haut là, le graphique. En fait, après chaque match, chaque journée, elle m'envoie un petit texto. Tu me donnes l'heure du début du match, la mi-temps, ça va finir. Et moi, je fais un découpage pour essayer d'avoir, parce que là, elle m'a branché tout le long. Là, il faut virer la mi-temps, il faut virer l'échauffement. Et en fait, l'idée, c'est de créer un rapport pour avoir toute son activité, sa charge externe, réalisée en cours de match. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, et l'idée, en fait, J+1, J+2 du match, en fait, vous voyez, voilà un petit exemple en bas, chaque arbitre reçoit son rapport. C'est toujours intéressant, on reçoit son rapport avec son activité sur le match. Voilà, quelle distance j'ai fait, quel Vmax j'ai atteint. Ouais, vas-y. T'es arbitre de ok. Bien. Je voulais vous demander du coup, en fait, là on a du coup un bilan qui est envoyé à chaque arbitre après chaque fin de match. Ouais. Est-ce qu'il y a des directives sur les charges d'entraînement à modifier en fonction des efforts qui sont réalisés pour chaque arbitre au cours de la semaine avec ou pas? Qui sont liés du coup à l'effort du match? Ouais, en fait l'arbitre on régule en fait comme on utilisait justement avec MyCoach, on utilisait auparavant Training Load Pro, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, le TLP, ça te dit quelque chose ou pas? Qui est en fait c'est un outil qui a été créé par un universitaire de Nantes qui s'appelle, pour aller voir parce que c'est Stéphane Morin, qui est très intéressant, justement, qui est un spécialiste de la quantification de la charge d'entraînement. Donc le TLP, en fonction, en fait, on a créé avec lui on avait créé des marqueurs et qu'on retrouve dans MyCoach en fait, des marqueurs
des sensations, charge externe, charge interne. Et en fait, on régule l'activité de l'individu en fonction de ça. Tu vois, donc c'est-à-dire que, alors nous, l'idéal, c'est chez lui, à travers l'outil à distance. Je pense que là, il faut qu'on soit meilleur. Je pense qu'on peut encore améliorer ça. Tu vois, dans la quantification, tu vois, par rapport à la distance totale à parcourir dans la semaine. Est-ce qu'on est en phase d'entretien, de régénération, de développement? Je pense qu'il faut qu'on soit encore un peu plus précis qu'on l'est actuellement. Ça, je pense qu'on a des choses à améliorer, c'est une certitude. Par contre, on le fait bien sur les stages. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de ses sensations, on fait aussi des questionnaires RPE où le questionnaire avec les filles, on le fait pas avec les garçons, mais on le fait avec les filles. Le questionnaire de Hooper, ça vous dit quelque chose? Hein, si vous irez voir, allez voir sur Internet, le petit questionnaire de Hooper, c'est en fait c'est de savoir le bien-être, l'humeur, la qualité de sommeil le matin. Et en fonction de ça, en fait, on ajuste la charge d'entraînement de l'individu, tu vois, dans le stage. Donc on le fait beaucoup en stage, on le fait un peu moins quand il est où elle est chez elle. OK. Ouais, le TLP, c'était ça, hein, des marqueurs de charge externe, charge interne, validés par et l'idée, c'est de... ensuite, en face-à-face pédagogique, allez, je me dépêche, parce qu'il me reste 3 quarts d'heure. L'idée, c'est très concrètement, vous voyez, là, je pars demain, ce soir, je suis en stage, qu'est-ce que je fais? Avec les managers et tout le staff. Et le staff, vous voyez, il y a des managers, il y a des kinés, il y a un médecin, il y a le préparateur ou les préparateurs physiques. On met en place des stages de préparation, on construit, on anime des séances, on fait des exercices, beaucoup de cohésion de groupe. Et puis on fait beaucoup, pour répondre un peu à ta question tout à l'heure, on travaille beaucoup sur le traitement et la concentration, hein, avec beaucoup d'outils. Donc on met beaucoup de travail cognitif. Vous voyez, sachant que l'activité arbitrale, c'est de la prise d'infos dans un milieu très hostile, avec de la prise de décision. Et nous, on essaye de recréer ça. Hein, on essaye de recréer ça sur le terrain et on utilise beaucoup les outils. Donc voilà, là c'est un peu la philosophie des séances d'entraînement. Vous voyez, moi des séances d'entraînement, quand je suis en stage, j'anime quasiment 4 séances. Vous voyez, parce que le problème, c'est qu'on essaye de faire du qualitatif. Souvent une séance, c'est pas comme les joueurs. Les joueurs, vous avez un groupe de 25 et les 25 s'entraînent quasiment en même temps. Nous, comme on travaille, vous voyez, avec des écrans, souvent on couple, pour qu'il y ait plus de répétitions, plus de qualitatif, on couple, et puis avoir des groupes plus restreints, plutôt que d'avoir un groupe de 30 personnes en même temps, on fait des groupes. Donc souvent une séance d'entraînement, finalement, on la répète 2 fois. Avec un groupe, on la fait la même avec un deuxième groupe. Donc moi, ça m'arrive des fois d'animer 4 séances dans la journée. 2 le matin, 2 l'après-midi, voire 3. Je veux vous dire, quand vous êtes en stage, vous êtes bien rincé parce que ça demande de l'énergie. Hein. Et puis c'est ce que je dis souvent, parce que ça, quand on est jeune, comme ça, on ne se rend pas compte en fait d'une séance d'entraînement. Moi, globalement, pour vous faire un résumé, une séance d'entraînement, quelle que soit la thématique, hein, PMA, prévention de blessures, renforcement musculaire, vitesse, explosivité, globalement, c'est 4 heures de travail. C'est déjà penser la séance avant. La mettre au propre, parce que nous, elles sont toutes mises au propre, vraiment sur un logiciel. Nous, préparation de séance, globalement, on va sur le terrain quasiment 45 minutes, voire 1 heure avant la séance. Vous voyez, vous faites le compte. Hein. Vous vivez la séance qui dure 1 heure, 1 heure un quart, voire 1 heure et demie. Petit bilan de séance, je vous dis, quand je vous dis 4 heures, 4 heures, c'est à minima. Hein. Donc les gens, quand ils pensent que c'est cool, il anime des séances. Non, une séance, c'est du boulot. Hein. C'est du boulot en amont, c'est du boulot pendant et c'est du boulot après aussi. Donc c'est vraiment il y a beaucoup de travail. Bon voilà, je sais pas, non, j'ai pas mis de vidéo parce que c'était trop lourd. Vous voyez, quand on vous parlait d'une modélisation, on retrouve en fait, on retrouve vraiment exactement ce que vivent les joueurs. L'arbitre vit exactement la même chose. C'est-à-dire, on part du match, J+1, J+2, J+3, J-3, J-2, J-1. D'accord? Donc, les dominantes physiologiques, c'est exactement les mêmes que pour les joueurs. Pareil. Hein, donc, vous voyez, vous retrouvez les mêmes thèmes. Hein, il n'y a pas de secret. Bon, là, voilà, souvent les managers nous demandent beaucoup d'exercices de collaboration, de cohésion. Bon, on essaye
d'être un peu imaginatif, de créer des trucs sympas. Ça crée aussi de la dynamique de groupe. Ouais, j'ai pas mis les vidéos là parce que c'était trop lourd. Ouais, on travaille beaucoup sur le cognitif. Par exemple, vous connaissez le neurotracker? Il y en a qui connaît? Ok. Allez, bah vous allez jouer. Vous voyez, quand on parlait de mettre du travail cognitif, nous on essaye de mettre beaucoup de travail cognitif couplé au travail athlétique. Ok. Allez, neurotracker, vous allez voir, je vous explique. Vous allez avoir 8 petites boules qui vont apparaître sur l'écran. D'accord? Il y a 4 oranges qui vont se fixer. Vous regardez ces 4 oranges, elles vont bouger pendant 6 secondes. Voilà, c'est une vitesse pas trop rapide, ça va? Je ne vous ai pas mis une vitesse trop rapide. L'objectif, j'en interroge un au hasard, il faut me retrouver les 4 boules. Ok? Ça va ou pas? Elles seront numérotées de 1 à 8. C'est parti. Non, c'est pas commencé là. Non, il n'y a pas de boule là. Là, c'est commencé. Donc, c'est les 4 oranges qu'il va falloir retrouver. Allez, qui a les 4? 1, 7, 8, 5. Loris, donne-moi. Loris, il est où? Comme tu as été le champion tout à l'heure. 1, 7. Alors 1, 7, 8, 5. Tu es d'accord ou pas? Ok. Qui n'est pas d'accord? Vas-y. D'accord. Allez, on vérifie. 1, 7. Bravo. C'est bien. Bien joué. Donc, bravo. Donc, vous voyez, là, c'est le genre d'exercice qu'on fait, vous voyez, soit en amont de l'effort, soit pendant l'effort, soit post-effort. Vous voyez, c'est des exemples d'outils. On l'utilise beaucoup. Hein, c'est très intéressant. Là, vous voyez, bon, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des outils extraordinaires. Là, vous voyez, je vous mets en primauté, séance que je fais avec les féminines, que je fais après-demain. Vous voyez, très concrètement. Hein, vous voyez, avec petite séance de PMA, intermittent 10-15, 4 blocs de 6 minutes. Donc, vous voyez, il y a 6 départs. On essaye, vous voyez, de faire des courses qui sont en relation avec leur activité. Distance à parcourir en fonction de leur VMA, bleu, blanc, rouge, le départ. Vous voyez, les patriotes, hein, donc c'est le petit repère. Elles partent soit du bleu, soit du blanc, soit du rouge. Elles ont une distance particulière à faire. Et l'idée, vous voyez, on met des écrans, des grands écrans TV dans la surface de réparation. Au bout de leur course, en fait, j'ai demandé à Stéphanie Frappard, la manager, elle me diffuse des séquences de 3-4 secondes de faute dans la surface. Et en fait, il doit y avoir une prise de décision. D'accord? On a aussi, vous voyez, des mannequins. On alterne vidéo. On a des blastpots, vous voyez, Fitlight, blastpot, vous connaissez ce matériel-là? C'est des lumières, c'est des trucs de réactivité. Hop, on allume des lumières sur les mannequins. En fait, la personne, à l'issue du sprint, elle doit retrouver la faute où est-ce qu'elle a eu lieu. Est-ce que c'est une faute bas du corps, haut du corps, la couleur. Après, on complique. Sur le plan cognitif, on met des choses. Les gens, les pros de Ligue 1, ils sont trop forts. Vous êtes obligé de trouver des trucs. Tellement les gars, ils ont une vitesse de cerveau dans la prise d'infos qui est énorme. Donc, en fait, il faut trouver des trucs improbables parce qu'ils sont extrêmement doués, en fait. C'est normal. Vous entraînez le cerveau à tellement... Le cerveau, dans la prise d'infos, pour la prise de décision, c'est comme tout, il faut l'entraîner. Et plus vous l'entraînez, en fait, plus il s'habitue à être performant, en fait. Donc là, vous voyez, on fait le même exo avec les assistantes, ça va être en même temps. Hein, vous voyez, sur le terrain, là, vous voyez, voilà, en fait, les filles après-demain, on les équipe aussi d'oreillettes pour se rapprocher du match. D'oreillettes, et en fait, elles ont la même vidéo qui apparaît, et en fait, elles communiquent pour prendre la bonne décision ensemble. Hein, on met en plus de la collaboration. Ouais, voilà, pareil, ouais, je vous mets un exemple. Vous voyez, à l'issue de la course, vous voyez, 10 secondes d'effort. Attends, je remets juste là. Voilà, là, ça va partir. Je mets, hop, là, c'est la course. Pam, elle court pendant 10 secondes à fond. Hein, à l'issue des 10 secondes, voilà, toc, situation numéro 1, pam, il y a une action.
D'accord, hop, elle doit prendre la décision. Est-ce qu'elle tape sur... alors on le fait soit au papier, soit on le fait des fois, on a même un outil. Donc, vous voyez, bon, voilà le style, le style de ce qui peut être mis en place. Hop. Ok, des questions, j'en avais une sur l'arbitrage, et après je finis, dernière demi-heure, je finis sur mon parcours. Questions, ça va, c'est clair? Bon, autant vous dire, c'est passionnant en fait. Bon, vous voyez, au départ, je ne suis pas du tout arbitre. J'étais plutôt, on va le voir dans mon parcours, comme je vous l'ai dit, j'étais un entraîneur, et en fait, je vous dis, ça va faire 10 ans, franchement, je ne me lasse pas du tout, parce qu'on est tellement sans cesse en train de créer des trucs, franchement, c'est passionnant, c'est vraiment intéressant, c'est une population, je peux vous dire, c'est une population qui est hyper intéressante à entraîner. Et je vous dis, souvent les sportifs, l'arbitrage, je vais vous dire, c'est des gens qui sont cortiqués, hein, donc déjà c'est intéressant, là-haut ils réfléchissent, donc vous ne pouvez pas leur proposer n'importe quoi, donc ça c'est plutôt intéressant, et c'est un public qui est hyper demandeur, qui est top à entraîner. Franchement, moi, je prends un plaisir fou. Ouais. Personnes qui sont, par exemple, dans le travail collectif. Ouais, c'est intéressant. On est sollicité par des chercheurs, là, c'est marrant que tu poses la question, par des chercheurs qui bossent. C'est une start-up qui est née à Caen et qui est en train de nous solliciter parce que ça les intéresse. Ils savent qu'on fait plein de ce type de travail et ils nous ont sollicité pour nous aider et nous faire des propositions. Mais après, sur le travail cognitif, moi, je crée plein de trucs. Bon, là, j'ai mis le NeuroTracker, c'est déjà un produit fini, mais moi, je sais pas, je pourrais vous montrer, mais je crée des choses sur PowerPoint, des trucs de mémorisation. En fait, il faut être très inventif. Et en fait, c'est ça que c'est hyper intéressant parce que tu cherches toujours à les challenger, donc il faut trouver des trucs. Je m'inspire beaucoup des jeux de société. Vous voyez, type Puissance 4. Je vous donne un exemple. À la fin de je montre, en amont de la course, je montre 5 coupelles de couleurs différentes dans un ordre. Okay, à la fin de la course, après, et quand vous avez fait de la PMA, après la première ça va, mais quand vous avez fait 7-8 répétitions, à la fin, comme tu disais tout à l'heure, la lucidité, en fait, ils doivent me retranscrire la combinaison. Okay, les mecs sont tellement forts, tu es obligé d'inventer. Tu vois, là 5, bon, déjà 5, c'est pas si simple quand tu n'es pas habitué, mais après, par exemple, je mets un ballon en plus. Je mets un ballon, j'ai 2 ballons de couleurs différentes. Quel ballon de quelle couleur différente est posé sur quelle coupelle de couleurs différentes. Vous voyez, en fait, c'est plein de trucs. Faut trouver des choses pour sans cesse les challenger, parce qu'en fait, ils ont une telle capacité de prise d'infos. Franchement, ils sont impressionnants. Hein. Donc, il faut sans cesse inventer. Et moi, c'est ce que j'adore dans mon boulot, c'est de créer, d'inventer. Franchement, c'est top. C'est hyper passionnant. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Hein, pour ça que je ne me lasse pas, en fait, pour l'instant. Allez, parcours de formation. Allez, j'ai une demi-heure. Mon parcours. Alors moi, je suis lavallois d'origine. Je suis mayennais. Y a des mayennais là? Ah, donc vous êtes de quel coin? Vas-y, vas-y. Ouais, je connais. Et Mayenne. Ah, vous êtes du Nord. Qui ne connaît pas Villeneuve-la-Jouelle? Moi, je suis vraiment lavallois. Ouais, je suis lavallois. Un club célèbre, hein, le Stade Lavallois. Oui, bien sûr. Raymond Kérusoré dans les années 80. Ah oui, là tu nous emmènes loin. Je ne pense pas que nos étudiants le connaissent. Mon parcours initial, j'ai fait un bac, on va dire, allez pour vous, bac A2, alors ça vaut un bac littéraire. Voilà, moi c'était les langues. Hein, j'étais un bac littéraire, je ne suis pas du tout scientifique. D'ailleurs, c'est marrant que je sois préparateur physique parce que je suis pas. D'ailleurs, c'est un peu on va dire, c'est un peu mes lacunes parce que je ne suis pas un scientifique pour dessous. Moi, par contre, je suis plutôt, on va dire, je suis plutôt littéraire. Bon, après, voilà. Ce qu'il faut savoir, j'étais quand même joueur de foot, joueur de niveau, bon joueur régional, niveau CFA2. J'ai joué en CFA2 et en DH. Alors, c'est la R1 maintenant. Voilà, j'étais de ce niveau-là. Après, c'est peut-être très vite, moi, l'encadrement m'a intéressé. Donc, vous voyez, très tôt, j'ai passé. Alors, aujourd'hui, moi, c'était le BE1, ça correspond au BEF aujourd'hui, brevet d'entraîneur de foot. En
on va dire, le premier diplôme qui permettait d'enseigner contre rémunération. Moi, très vite, j'ai encadré parce que voilà, j'aimais ça. J'ai fait STAPS. Hein, je suis passé par, bon, on va le voir après, je suis passé par le Krebs de Dinard. Et ensuite, j'ai intégré l'université. Et comme j'étais pas trop nul, ouais, au Krebs, ils m'ont dit, bah, j'aurais pu être simplement éducateur sportif. Ils m'ont dit, ouais, comme tu es plutôt, voilà, tu réfléchis plutôt, continue tes études. Donc c'est pour ça que je suis allé à l'université derrière. Mais parallèlement à mes études, j'ai toujours été entraîneur. Et là, en fait, très tôt, en fait, j'ai entraîné dans le club pro du FC Rouen, hein, bah, d'ailleurs qui est le premier en national, là, c'est mon ancien club. Et j'ai bossé, qui était pro à l'époque, qui était en Ligue 2, et j'ai travaillé au centre de formation. J'ai commencé à l'école de foot pour 0 copec, alors que j'étais diplômé et tout. Mais voilà, là aussi, c'est un petit message que je vous fais passer. Avant de recevoir, il faut savoir donner. D'accord ? Des fois, il faut donner avant de recevoir. Et l'année d'après, vous voyez, j'ai fait 1 an gratos, sauf que ça a payé ses fruits. L'année d'après, le directeur du centre, il me proposait un contrat. Il me dit, écoute, bon, moi je continuais mes études en STAPS. Il m'a dit, je te propose un contrat parce que voilà, tu as fait du bon boulot, tu es sérieux, tu tiens la route et on a envie de t'accompagner. Bah, super. Hein, c'est souvent ce qu'on appelle les bonnes rencontres. Et je vous dirais, quand vous savez qui c'est et ce qu'il est devenu, bah, voilà. C'est aussi une de mes chances. J'ai toujours rencontré dans mon parcours des belles personnes et qui ont eu des parcours extraordinaires. Bon, voilà, j'ai fait la maîtrise. J'ai passé, voilà, professorat de sport. Voilà, c'est ça. À l'issue de ma maîtrise, j'ai passé le professorat de sport au ministère Jeunesse et Sport. Et là, j'ai sur l'option cadre technique. Et ça m'a permis, donc j'ai eu le professorat de sport. Ça m'a permis de devenir cadre technique. Je veux le dire, vous allez le voir après. Là, c'est plus là, les diplômes. Là. Donc, vous voyez, un autre aspect qui est intéressant, c'est un petit message que je vais vous faire passer, c'est que, là, bon, là, c'est bien, vous êtes en licence. Il faut vous former tout au long de on se forme tout au long de sa vie. Vous voyez, même moi, encore aujourd'hui, ça ne me dérange pas. Je pourrais dire, j'ai 50... non, je ne vais pas vous dire mon âge. Parce que comme ça fait un peu l'ancien. On pourrait dire, ouais, les formations, j'en ai rien à secouer. Ben non, moi, en fait, il faut toujours chercher à se former. Ça évolue tellement dans notre domaine. Et donc, vous voyez, c'est pour cette raison que j'ai toujours continué à me former. Vous voyez, en 2010, ouais, j'avais une quarantaine d'années. J'étais prof de sport, j'étais cadre technique à la Fédé. J'ai été me remettre la pression, aller passer le certificat d'entraîneur préparateur physique. Sauf que bah, finalement, si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait ça. Et si je suis préparateur physique aujourd'hui des arbitres, c'est parce que voilà, j'ai passé cette spécificité, alors qu'au départ, j'étais plutôt un entraîneur. Donc vous voyez, ça m'a ouvert des portes. Donc en fait, voilà, faut sans cesse vouloir se former. Après ça, c'est une question de mentalité. Hein. Vous voyez, même pareil, je te laisse la parole après, même en 2022, moi j'ai été passé, alors là, je vous dis, je ne regrette pas, qu'est-ce que j'ai bien fait. En 2022, j'ai été passer le certificat de capacité de préparation physique de l'INSEP. Vous voyez, j'avais, bon, c'est pas si vieux, hein, 6 ans, ouais, j'avais 47, 48 ans. À 47, 48 ans, qu'est-ce que j'allais m'emmerder à me remettre la pression pour passer un diplôme où tu te remets un coup de pression parce que bah, c'est quand même, il y a un mémoire à faire, c'était quand même assez lourd. Sauf qu'en fait, c'était hyper riche parce que le problème du football, souvent, où chacun, vous êtes dans votre propre discipline. Il y en a plein, vous êtes, voilà, je suis athlète, je suis foot. Moi, ça a été mon cas. J'ai été très enfermé dans mon milieu footballistique. Et le fait d'avoir fait l'INSEP, déjà, ça m'a permis de faire une formation avec d'autres préparateurs physiques de d'autres disciplines. Et c'était hyper riche parce qu'on s'aperçoit que bah, des fois, il y a des fédérations avec moins de moyens, ils mettent des choses super bien. Vous leur donnez des éléments aussi. L'échange entre professionnels est intéressant. Et moi, j'ai réinvesti plein de choses que voilà, dans ce que j'ai pu voir dans la formation et dans l'échange que j'ai pu avoir avec des collègues. J'ai pu réinvestir et dire, tiens, voilà, ce qu'ils font à la gym, là, tiens, c'est vachement intéressant. Comment je peux réinvestir ça dans mon activité au quotidien, moi, avec mon public? Donc, je suis allé prendre des choses à droite, à gauche. J'ai dit, tiens, ça, c'est pas mal. Il y a des choses que je ne peux pas faire du tout parce que ce n'est pas adapté. Mais d'avoir une ouverture sur les autres, ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous développiez. Soyez pas
Soyez pas enfermés dans votre propre discipline, parce que souvent c'est un peu le tort qu'on a. C'est normal, c'est rassurant. On aime bien se mettre dans le confort de sa discipline. Ce qui est intéressant, c'est d'aller un peu dans l'inconfort et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est hyper enrichissant. Au même titre que d'aller à l'étranger, ça c'est intéressant. Ok, donc voilà, ça c'est mes formations, vous voyez. Et je fais souvent des micro-formations. Vas-y, tu avais une question. Par rapport au certificat de préparateur physique de football, je veux savoir, il permet quoi en fait d'exercer à quel niveau? Il permet d'être dans un staff pro en fait, en Ligue 1. Et donc du coup, tous les préparateurs physiques de Ligue 1, Ligue 2, ils ont ce certificat-là? Ouais, ils doivent l'avoir normalement. Et dans ce certificat-là, ils demandent quoi, la fédération? Déjà, ils demandent quoi, c'est-à-dire? Qu'est-ce que comme qualité? Ouais, comme prérequis, on va dire. Les prérequis pour rentrer en formation? Oui, et dedans, qu'est-ce qu'ils passent comme... parce que par exemple, le BMF, il passe certains modules. Ouais. Et là, dans ce certificat-là, qu'est-ce qu'ils vont passer Là, en fait, c'est totalement dédié à la préparation physique. Donc, en fait, tu vas voir tu vas repasser en revue toutes les qualités physiques, comment développer la filière aérobie, comment développer la vitesse, comment développer l'explosivité, comment mettre en place de la prévention de blessures, le travail de force, les aspects méthodologiques de la préparation physique, les différentes méthodologies pour travailler les aspects athlétiques. En fait, tu vas avoir plein de thématiques en fait, pour développer ces qualités-là chez les joueurs, les entretenir, les développer, les régénérer, toi. Et ce certificat-là, on peut le passer avec le club avec qui on est? Ouais. Ou de façon individuelle, on peut passer? Non, il faut toujours être licencié. Il faut être licencié et il faut avoir un minimum, un vécu, le background, en fait, il faut avoir un vécu un peu de... pour rentrer dans le diplôme, il faut avoir un vécu dans des structures, soit club, soit pôle, soit sélection, soit... club, ou soit section sportive. Il faut avoir du vécu un peu de vécu dans une structure, des diplômes d'éducateurs. Ça aussi, petit message, quelle que soit votre discipline, passez très vite les diplômes fédéraux. Ça, c'est une stratégie, parce que les diplômes universitaires seuls, ça ne suffit pas. En fait, il faut être imprégné dans votre fédération sportive. Moi, j'ai été cadre technique ici. J'ai été cadre technique pendant 15 ans à Basse-Normandie. J'ai formé plus de 3000 entraîneurs. Ce n'est pas moi qui vous dire le contraire. Il faut passer les diplômes fédéraux impératifs. C'est-à-dire que ça, pour moi, c'est une condition sine qua non. Un diplôme universitaire, ça ne suffit pas. À un moment donné, il faut développer dans sa spécialité, avoir des diplômes fédéraux. Important. Pour moi, c'est important. Ok, donc ça, c'est parcours de formation. Mes expériences professionnelles. Alors, comme je commence à vieillir, je commence à en avoir quand même pas mal. Voilà, là c'est plutôt mes postes. Là-haut, c'est, voilà, j'ai commencé professorat de sport. J'ai été cadre technique à mission départementale dans la Manche pendant à peu près une dizaine d'années. Donc la Manche, je connais bien parce que tous les clubs, je vous dis, j'ai formé tellement d'entraîneurs. Mais bon, maintenant, ça date. J'ai fait ça de 97 à 2010. En 2010, je suis devenu CTR à la Ligue de Basse-Normandie, qui n'est pas très loin. Enfin, maintenant, non, elle est à Lisieux maintenant, mais qui était à Caen à l'époque, qui était pas très loin d'ici. L'appellation CTR existe toujours? C'est pas CTN maintenant? CTR? Ouais, CTR, ça existe toujours? Ouais, ça existe toujours. Ouais, parce que je crois qu'en volley, on parle de CTN maintenant. Mais... De CT? N, conseiller technique nationaux. Ah bah mais c'est quand ça? C'était quand t'es au niveau là? Moi, c'est ce que je suis aujourd'hui. Ouais, mais je croyais que l'appellation régionale avait disparu. Justement. Non. Nous, en fait, elle existe toujours. Ok, donc mon évolution, après je suis devenu directeur technique de la Ligue de 2014 à 2016. Et en 2016, j'ai été sollicité par la fédération pour devenir conseiller technique national, chargé de la préparation physique. Et j'ai dit, tiens, c'est une nouvelle opportunité. Moi, j'aime bien les challenges, vous voyez, dans ma vie, tous les 10 ans, globalement. J'aime bien avoir des nouveaux challenges. Donc voilà. Et puis, voilà, parallèlement à ça, en fait, j'ai eu plein de... Dans mon parcours, j'ai été adjoint de l'équipe de France féminine espoir pendant 7 ans. J'ai observé pour l'équipe de France A. J'ai fait la Coupe du Monde avec les U17 au Chili, la génération. Tiens, d'ailleurs, celui qui a marqué contre le PSG, Jonathan Iconé, il faisait partie de cette... le fils de Zidane, Lucas, c'était le gardien de but à l'époque au Chili, là, de l'équipe de France. Bon, maintenant, il est
Maintenant, senior, il est en Algérie, mais à l'époque, il était sélectionné en équipe de France. J'ai eu la chance de vivre la Coupe du Monde futsal, ça c'était super intéressant, en 2012 universitaire, c'était vraiment sympa. Et puis là, vous voyez, depuis à peu près une petite dizaine d'années, je suis formateur. J'ai eu la chance d'aller en Guyane, en Mayotte l'année dernière, Djibouti, Arabie Saoudite. Et puis là, depuis 10 ans, je suis formateur avec la MLS, la Major League Soccer. Vous voyez, là, j'étais à Seattle, là, il y a 6 mois. Là, donc voilà, en fait, la Fédération française de foot, elle a un accord avec la MLS, parce que la MLS, le directeur technique, c'est un Français qui s'appelle Frédéric Lipka. Et ils ont choisi, les États-Unis, ils ont choisi la France pour leur faire passer au directeur de leurs académies le diplôme de formateur. Et il y a toujours une semaine dédiée à la préparation physique, et en fait, ils font appel à moi depuis 10 ans. Hyper intéressant là aussi l'ouverture d'esprit, parce que l'approche de la préparation physique, vous voyez, c'est intéressant voilà, que ce soit aux États-Unis ou vous vous retrouvez à Djibouti où il fait 45 degrés et vous dites faut que j'entraîne. Mais oui, mais vous avez un terrain, même là le terrain qui est devant la BU, il est mieux que le terrain à Djibouti, donc ou en Guyane. Je suis allé dans des endroits, vous dites mais comment on peut s'entraîner? Oui, mais sauf que c'est leur quotidien, hein, c'est l'Afrique. Djibouti, c'est l'Afrique, hein, donc en fait ça vous permet d'avoir beaucoup d'humilité, parce que moi j'ai l'habitude d'être dans des super installations à Clairefontaine, mais c'est bien de revenir des fois dans les bons champs de terre, là, les bons terrains vagues, parce qu'en fait, faut que vous appreniez à entraîner aussi sur ce type d'infrastructure. On n'a pas la chance d'être toujours dans des installations de luxe, et c'est bien de revenir à un peu d'humilité et de revenir à des choses vraies. Ok? Donc voilà. Plein d'expériences qui sont vraiment intéressantes, qui sont riches et qui permettent toujours de s'enrichir. Bon, voilà, là c'était mon parcours de joueur. J'ai joué au début dans un club de la banlieue de Laval. J'ai joué à Saint-Malo, c'est là où je me suis blessé. Ouais, si, petit truc, c'est que très vite, pourquoi je suis allé dans l'encadrement, c'est parce que moi j'ai été opéré 5 fois. Vous voyez, très vite j'ai été blessé. Vous voyez, et pourquoi je suis allé dans la préparation physique, c'est peut-être aussi mon histoire perso, c'est que moi j'ai été opéré 5 fois des genoux, 3 fois les croisés, 2 fois les ménisques. Savoir qu'aujourd'hui, quand on parle, vous parlez de la préparation physique, mais moi il y a 20 ans quand j'étais joueur, vous voyez, il n'y avait pas tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui. Je veux dire, ça n'a plus rien à voir. Par rapport à il y a 30 ans, moi, c'était la muscu, faire du renfort musculaire, on en faisait, mais sur le terrain, il y avait très peu de salles. Ça a vraiment beaucoup évolué. Donc j'ai été entraîneur, j'ai été entraîneur, j'ai commencé très tôt. Dans un club pro, j'ai gagné la Coupe de Normandie face au HAC avec une bonne génération. Et juste pour ça, vous dire aussi, au départ, je me prédestinais. Moi, en fait, je voulais être journaliste. Mon père était le plus gros pigiste, comment dire, de Ouest-France en Moyenne. Et en fait, moi, au départ, j'étais parti pour être journaliste sportif. Puis en fait, ce qui m'a fait changer de voie, alors je l'ai fait en plus. J'ai été pigiste aussi pendant de nombreuses années quand j'étais étudiant et au lycéen et tout. En fait, c'est le fait que je ne pouvais plus jouer, parce que moi, mon père, il n'était jamais là. Je voyais, je dis, si je continue à ça, je ne peux plus jouer au foot, parce que j'étais encore joueur. Donc ça m'a fait un peu changer d'avis. Pour revenir sur pourquoi je reviens sur la prépa physique. Vous voyez, je pense que le fait d'être blessé, vous voyez, puis c'est un peu génétique. Moi, j'ai mon frère qui était un bon footeux, qui a joué au Stade Lavallois, qui s'est fait les croisés. Malheureusement, j'ai aussi ma fille qui était basketteuse, elle ne l'est plus. Ma fille qui était basketteuse, qui s'est fait les croisés. Donc, vous voyez, à un moment donné, ça m'a beaucoup interrogé. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je me suis dirigé vers la préparation physique, alors qu'au départ, ce n'était pas forcément mon objectif. Bon, voilà. Et pour terminer, je suis dans le bon timing. Oui, parfait. Très bien, Franck. Pour terminer, alors après, éventuellement, si vous avez des questions, c'est vrai que c'est un petit peu long. Je pense que pour réussir dans le sport, il y a plusieurs éléments. Voilà, bon, j'en ai retenu quelques-uns. Il faut se former sans cesse, je l'ai dit, formation initiale, c'est ce que vous faites à l'université, mais allez chercher aussi ailleurs des fédérations complémentaires, ça je vous le conseille, des micro-formations. Il y a toujours des choses à prendre qui sont intéressantes. Être passionné, alors ça,
comme je l'ai dit, avant de recevoir, il faut aussi donner, donc il faut être passionné. Si vous n'avez pas ça, vous n'irez pas bien loin. Ça me paraît une qualité primordiale. Continuer la formation continue, ça j'en ai parlé, se former tout au long de sa vie. Et puis, je vous parle de mon expérience, mais moi en fait, dans mon parcours de vie, dans mon parcours d'encadrant, j'ai eu des opportunités que j'ai saisies, pas saisies. Vous voyez, c'était un choix, vous voyez, de venir aujourd'hui. Vous voyez, j'en parlais encore avec mon épouse ce week-end. Je disais, ça va bientôt faire 10 ans. Le jour où on m'a fait la proposition, c'est tout bête, j'ai pris le paperboard à la maison, j'étais directeur technique de la Ligue, donc j'avais aussi un bon poste. J'ai pris le paperboard, casse plus, casse moins. Allez, point positif si je vais à la Fédé pour m'occuper. Parce qu'au départ, vous vous en rendez pas compte, mais j'étais footeux, on était dans le monde du foot, les arbitres, même moi, des propres collègues, qui était un peu moqueur, des fois même quand il me voit, il me croise à Clairefontaine, ça va le sifflet, il y a toujours ces représentations à la con qui sont complètement nulles, parce que je vous dis, des fois je pense que, en toute sincérité, je pense que je prends peut-être plus de plaisir avec mon public que parfois avec les joueurs, surtout quand on voit aujourd'hui les mentalités. Moi j'étais entraîneur, entraîner aujourd'hui, ça ne doit pas être simple, même avec les jeunes, c'est pas aussi simple que ça, donc je suis que pas vous sûr que les êtes gens... Comment ? Les jeunes qu'ils sont. Ouais, qui sont. Je pense que c'est pas aussi simple que ça. Les gens, justement, c'est pour ça que je mets le mot passion. Je suis pas sûr que les gens soient aussi passionnés que ça. Et ça, je le dis en toute sincérité. Donc, ouais, Je suis pas le seul à le dire, hein, tu vois. Le plus, le moins. Et puis de là, la case plus était plus importante que la case moins. La case moins, pardon. Et hop, j'ai dit, allez, je bascule, je file. Je vais vous dire, voilà, ouais, ça va faire 10 ans en septembre. Je ne regrette pas du tout parce que franchement, je vous dis, c'est un public et c'est génial. Puis vous êtes d'accord avec moi, il y a pire que d'entraîner à Clairefontaine. Je veux dire, l'environnement, il est quand même pas dégueulasse. C'est plutôt sympa, même si l'hiver, il caille. Donc, et c'est humide, parce qu'on est au milieu de la forêt. Des opportunités, j'ai dit. Des rencontres, ouais, ça, ce qui est important. Voilà, dans votre carrière, vous allez croiser des gens. D'accord. Et qui vont vous accompagner ou pas. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir toujours des gens, c'est le bol, d'avoir des gens formidables. Quand je vois ce qu'ils sont devenus, sur le plan, le collègue Patrick Gonfalon en bas, qui était un ancien joueur pro, qui était le directeur de la Ligue ici, cadre technique, qui m'a beaucoup accompagné à mes débuts, qui a été... voilà, après entraîneur national, qui a longtemps été adjoint aux espoirs, équipe de France, et puis après qui a eu une sélection U17. Formidable personne, très bon sur le plan professionnel et sur le plan individuel. J'ai eu la chance vraiment à mes tout débuts, vous voyez, Nasser Larguet, vous voyez là-haut, qui a entraîné un peu, qui a fait une pige avec l'OM. Moi, Nasser Larguet, c'était le directeur du centre de formation de Rouen, c'est lui qui m'a accueilli. Marocain, tout ce que vous voyez hier soir, le Maroc, si le Maroc est en finale hier soir, c'est en partie aussi à cet homme-là. C'est lui qui a monté toute l'académie Mohamed VI, qui a formé les trois quarts des joueurs que vous voyez en équipe du Maroc, qui aujourd'hui est le directeur technique de l'Arabie Saoudite, donc, qui est passé par Caen, Le Havre, l'OM, la fédération marocaine. C'est un personnage qui est canet en plus. Il est vraiment canet d'origine en plus. Il est marocain, mais canet, qui a fait ses débuts, c'est une personne exceptionnelle. Moi, j'ai eu la chance de aussi Gérard Prêcheur, que j'ai eu comme un personnage aussi atypique, que j'ai eu la chance d'avoir comme entraîneur. J'étais son adjoint en équipe de France féminine. Après, il a entraîné le PSG, Lyon surtout, dans le foot féminin. Il était à Malherbe l'année dernière, la famille Mbappé l'avait fait venir. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce qu'il a décidé de partir, mais il était arrivé en août, il est reparti en décembre, parce qu'il était en désaccord avec certains choix, mais hyper compétent. Vous voyez, dans la vie, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que vous verrez, des fois, vous rencontrerez des gens qui vous apporteront beaucoup et sur lesquels il faut garder des contacts parce que c'est des gens qui peuvent vous accompagner et vous aider. Des obstacles, ces petits schémas à côté, voilà, il y a un plan initial, il y a plein d'obstacles. C'est pas, la vie est faite de plein d'échecs, mais ça fait partie aussi de votre construction. Donc ça,
c'est pas grave. Hein, tout n'est pas, voilà, tout n'est pas linéaire. Hein, des fois, vous rebondirez. Et pensez que chaque expérience, il y a toujours quelque chose à retirer d'une expérience à vivre. En positif ou en négatif, il y a toujours quelque chose. Pareil, c'est comme vous êtes des sportifs. Vous avez connu des bons éducateurs, des moins bons. Bah, les bons, vous gardez le meilleur pour ce que vous voulez devenir derrière. Mais même le mauvais, bah, justement, il y a un truc qui est nul ou qui n'est pas bien. Vous dites, tiens, ça, c'est le genre de truc que je ne referai jamais si moi, quand je suis éducateur, si je veux éviter ce type de choses. Et à l'inverse, si vous avez des bonnes pratiques, vous dites, tiens, ça, c'est intéressant. Et après, vous vous construisez avec votre propre personnalité, vos propres réflexions, vos propres pratiques. Et c'est comme ça que vous réussirez à faire quelque chose d'intéressant. Sur ce, voilà, petit proverbe chinois pour finir. Parce que souvent, c'est le problème des jeunes, ils veulent tout de suite aller là-haut. Mais qui veut gravir une montagne commence toujours par le bas. Donc, soyez modeste, commencez tranquillement. Pas par le bas l'auteur, hein. Par le bas. Voilà. En tout cas, merci pour votre attention. Oui, merci Franck. Un grand merci à toi pour cette conférence, s'il vous plaît.